Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs. Bonjour et bienvenue dans l'école des facs, un podcast où nous vous concoctons chaque mois un pot-au-feu de chroniques aux sujets variés ayant tous en commun de parler technologie et ou vie numérique. Alors mon défi pour ce 4e épisode était de vous faire une intro dans le style de La France a un incroyable talent, mais après avoir regardé les finales des 11 saisons, j'ai posé mon ordinateur et je me suis mis à la sculpture sur glace à coups de bip. Ce mois-ci, un épisode presque normal, comme l'a été la présidence de François Hollande. Paf, point politique après 20 secondes d'émission, comme ça c'est fait. Avec autour de la table ronde virtuelle, Flash Thompson, la caution gaming de cette émission. Hey Cosmo Flash, l'homme qui a backé tous les Kickstarter de gadgets. Oui, salut tout le monde. Sous-X, notre réalisateur, monteur, tourneur-fraiseur. Salut à toutes et à tous. Et enfin Loise, qui connaît les petits secrets des grosses datas. Hello. Et pour présider le conseil de classe ce soir, mes amis, accueillez s'il vous plaît Émeric autour de la table. Salut Émeric. Bonsoir à tous. Ouais, Émeric. Et à toutes. Aujourd'hui donc, 5 chroniques différentes, à commencer par Loise, qui prend la place de François Courtis, et nous prédit un futur sans espèces tonnantes et trébuchantes. Je vous conterai ensuite mes rencontres insolites sur Tinder, Lovoo et OkCupid. Flash Thompson proposera 3 sujets pour les prochaines saisons de la série Black Mirror. Cosmo Flash abandonne les babioles pour un temps et nous présente Mastodon, le nouveau réseau social qui fait fureur. Sous-X nous parlera enfin des communautés en ligne. Cool. Et nous commençons donc tout de suite avec Loise. Loise, si tu préfères, Oui. on peut t'appeler François. Non, ça ira. L'argent codé n'a pas d'odeur. Alors, cette chronique s'intitule « Le fiduciaire retourne au terre-terre ». Alors, en l'an de grâce 2056, le véganisme est devenu la première religion dans le monde. Après une guerre ayant débuté en 2017, suite au renouveau politique de plusieurs pays occidentaux, toute religion a été interdite par le Syndicat égalitaire et d'unité mondiale, régissant dorénavant tous les pays de la planète Terre, et communément appelé SUM. Moi je veux devenir ce que j'aurais dû être. J'ai jamais su ce qu'était mon rôle dans la vie à part être riche, avoir une piole à Miami Beach et des sa mère. Et maintenant que je suis au calme, sur le perron de ma maison, à ressortir des vieilleries en compagnie d'un de mes petits-fils, pour s'adonner aux joies du rétro gaming. Non, Jean Jason, les jeux PS3 ne sont pas compatibles avec la PS4. Il faut la retrouver si tu veux jouer à Dark Souls 1. Elle est moche, noire, et prend les traces de doigts. Et au hasard de nos recherches, Paul trouva un objet insolite à ses yeux. « Dis papy, c'est quoi ce truc ?» Avec cette simple phrase, Paul m'envoya un beau jab dans les côtes, me rappelant à ma condition de vieux, ayant connu l'époque des portefeuilles. Car oui, c'est bien de cela qu'il s'agit, le portefeuille en cuir, matière interdite par le SUM. Objet totalement obsolète en 2056, mais comment en était-on arrivé là sans que ça pointe ? Tout a commencé dans un pays féru de nouvelles technologies, de meubles avec des noms pétés et de social-démocratie, la Suède. En 2012, les principales banques du pays se mettent d'accord pour créer un système de paiement mobile, sans commission, à destination des petits achats quotidiens et des remboursements entre amis. En 4 ans, 80% des paiements sont effectués de la sorte, et avec la carte bleue. Même les églises et les sans-abri prennent ces paiements électroniques. Le succès est total. La loi est martiale, le choc est racial, l'apocalypse. En conséquence, le royaume décide de supprimer ce qu'on appelait le fiduciaire, l'argent liquide. Et cela faisait sens. Même en France, les cartes à paiement dites sans contact ont eu le vent en poupe à partir de 2016. Maintenant, ça nous fait bien rire parce qu'on paye avec notre empreinte digitale et qu'on doit interpréter « je te donne ».
pour la reconnaissance vocale, dans un texte qui illustre parfaitement le propos. Mais le sans contact et le paiement par carte bleue ont remplacé en volume le fiduciaire, grâce aussi à la corrélation des technologies qui étaient de plus en plus sécurisées, et une pression réglementaire européenne, de la Banque Centrale Européenne. Donc l'Europe, c'est un vieux continent qui n'existe plus maintenant, et qui a fait baisser les commissions bancaires sur les paiements par carte. Mais ça n'a pas fait que des heureux. On n'est pas des chanceux, l'avenir appartient aux plus désireux. Si le consommateur était content de se soulager de toute cette quincaillerie, certains commerces ont eu du mal à s'adapter. Les bureaux de tabac ne prenaient pas la carte en dessous de 20 € avant un arrêté Macron en 2019. Et les taxis avaient un taux de défaillance des terminaux de paiement électronique dépassant les 60%, jusqu'à ce qu'Uber rachète toutes les licences parisiennes et les fasse disparaître. Les économies souterraines aussi ont pris de plein fouet cette baisse de la circulation de l'argent liquide. Fini l'époque du cash plein les postes. Comment payer son champignon hallucinogène ou sa vaginette si l'opération est inscrite sur le compte bancaire de l'acheteur? Une solution est venue de l'autre côté du globe. À la fin des années 2000, un mystérieux japonais, Satoshi Nakamoto, qui est en fait un pseudonyme, allait faire découvrir au monde un nouveau moyen de paiement, le Bitcoin. Il sera le plus beau représentant d'un concept informatique que l'on appellera blockchain, ou en français chaîne de blocs. Sans rentrer dans les détails, gardez à l'esprit que le Bitcoin est une des premières monnaies électroniques décentralisées et donc non régie par un État comme n'importe quelle autre devise. Et surtout, elle trace dans une base de données partagée tout son historique d'utilisation. Imaginez un billet de 10 € qui garderait trace de toutes ses utilisations. Alors certes, cela ne résout pas le problème de l'inscription de l'opération avec l'acheteur, mais au moins l'opération est cryptée et scindée en millions de petits morceaux impossibles à reconstituer sans la clé. Donc vous êtes plus serein avec votre vaginette que si l'opération était en clair sur votre relevé bancaire. Et c'est pour cela que le Bitcoin a longtemps été la monnaie du dark web avant d'être accepté comme une devise à part entière. Et c'est ainsi, Jean Jason, qu'en moins de 20 ans, nous avons fait disparaître les billets et pièces de tous les pays et laissé quelques vaches tranquilles car notre besoin de portefeuille en cuir s'était évaporé. Waouh. Merci. Bravo. Merci. Bravo. Très belle chronique. C'était magnifique. Alors, est-ce que tu penses que c'est un futur désirable, comme dirait Monsieur Hamon? Est-ce que c'est notre projet? Ah oui. J'ai un projet. Alors pour être sérieux, je pense que c'est la marge de l'histoire. Ouais. Les exemples que je cite de la Suède et de la France sont des exemples réels. Et la Suède pense sérieusement à enlever de la circulation d'argent liquide. Parce que plus personne ne l'utilise. Et que l'avantage de cette monétisation électronique, elle apporte une traçabilité sans faille. Donc plus de double compta, plus de paiement au black, etc. Donc pour un État, c'est tout bénef. Mais du coup, là, dans ta petite dystopie, là, enfin, c'est pas une dystopie, anticipation, où sont les banques? Qu'est-ce qu'elles font, les banques? Alors, les banques, elles te commercialisent le moyen de paiement. D'accord. Mais du coup, les banques n'accepteraient jamais le concept de blockchain? Si, bien sûr que si. La banque, en fait, elle travaille avec plusieurs devises. Donc, le Bitcoin, ou le blockchain, en soi, c'est une devise comme une autre. Il faut juste avoir les systèmes pour pouvoir sécuriser les échanges avec. Ouais. Mais tu peux... les banques travaillent dessus, pour le coup. Aymeric, tu voulais dire quelque chose? Ouais. Moi, j'avais juste une question, là. Donc, on a un futur sans petite monnaie et tout. Du coup, tu dis qu'on n'aura plus de portefeuille. Mais le portefeuille en cuir. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire avec les cartes de fidélité? Tu vas pas me faire croire que si Subway utilise encore des timbres en 2017, ils seront passés au numérique en 2056. Mais Subway aura disparu, non? Bah non, Subway, ils sont prêts. Hein. Ils ont déjà un sandwich vegan. Il est pas bon. Pas vegan, il est pas vegan. Il est pas vegan, il est végétarien. En fait... T'auras toujours des portefeuilles, mais ce sera des porte-cartes. Ce sera plus des portefeuilles. Moi-même, j'ai
plus de portefeuille, j'ai un porte-carte. Enfin, genre, Mais- maintenant, ma monnaie, je la laisse, quoi. Je l'utilise jamais. T'as plus de portefeuille, mais du coup, tu le mets où, le préservatif périmé qui traîne dans ton portefeuille depuis que t'as 14 ans et que ton père t'a pris entre 4 yeux et En t'a fait, dit chaque matin, j'en mets un fais sur ce mon que zizi, tu veux au avec cas le où. grand chauve en col roulé du moment qu'il porte son kawaii. Je fais comme Eric Cartman, j'en mets un tous les jours. Par contre, ça me demande d'avoir une érection totale tout le temps. C'est un peu Mais du gênant. coup, ça macère un peu, du coup. Flash. Ça, c'est un choix. Hein. Moi, alors cette chronique me touche dans mon intimité, j'ai envie de te dire. Et mais moi, en fait, ce sujet éveille en moi une inspiration complotiste. Et j'ai envie, voilà, aujourd'hui d'être un peu le complotiste de l'émission. Et je vais vous poser quelques questions à ce sujet. Un monde T'as sans... préparé un quiz? Non, mais juste rapidement, quelques questions, vous inquiétez pas, ça ira très vite. Serrez les dents. Du coup, que se passe-t-il dans le cas où le système financier, donc qui gère nos cartes bancaires et nos comptes et sans argent liquide, du coup, a un bug, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir d'argent liquide pour faire face. Qu'est-ce qui se passe le jour où quelqu'un soit son compte suspendu et n'a plus de bas de laine pour gérer les fins de mois difficiles. Suicide. Next. Voilà. Et qu'est-ce que se passe-t-il si un jour, voilà, dans un système, imaginons, très idyllique où on n'aurait plus vraiment les droits qu'on a actuellement, on décide de supprimer à quelqu'un sa vie économique comme ça. Est-ce que existerait- Félix, tu veux répondre? Ah oui. Bah, est-ce que c'est pas toi qui nous a fait une chronique dans l'épisode 2 ou 3 de l'école des facs sur le cloud gaming, où je défendais l'idée justement que tu n'as plus de connexion internet, tu n'as plus d'ordinateur, tu n'as plus de jeu. Et là, t'es en train de décrire exactement le même scénario au final. Je sens que tu bandes là. Je sens que tu bandes. Je me venge un petit peu, oui, effectivement. Alors, premièrement, je pense que le problème lié au cloud gaming n'est pas exactement le même que de ne plus avoir accès du tout à son argent pour des raisons X ou Y, puisque c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la Terre, et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Ça, on ne peut rien On y peut faire. rien y faire. Exactement. Et en plus, je ne suis pas une contradiction près. Ah non, mais enfin, je pense que le problème est le même pour le cloud gaming. Mais à un niveau bien plus important au final. Hein. Parce que là, on parle des pépettes. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a le problème du cloud gaming réside là, mais je pense que les enjeux, en fait, comme tu le dis, tu viens de le dire, mais les enjeux sont tellement différents et le risque est tellement différent. Je veux dire, pas avoir accès à sa console et pas avoir accès à son compte en banque. Enfin, je pense qu'on n'est pas sur les mêmes degrés d'importance. On peut vivre sans sa console. Oui. Loise. Alors, j'ai 3 points pour te répondre. Le premier, c'est que si ta banque n'est pas disponible, il y a des mécanismes de compensation entre les banques. Donc, tu pourras toujours retirer de l'argent, même si le système d'information de ta banque n'est pas disponible. Le deuxième point, c'est que si ta carte bleue ne marche pas, c'est peut-être pas ta banque, mais l'organisme qui gère ta carte. Parce que Visa, Mastercard, American Express, Union Pay, ce sont des organismes indépendants. Et comme pour les banques, il y a aussi des principes de compensation. C'est-à-dire que tu as des systèmes où quand tu retires avec ta carte, on va checker tout de suite si t'es solvable. Et selon la gamme de ta carte, d'autres, on checkera qu'en fin de journée. Donc il y a ces mécanismes-là qui se mettent en place. D'accord. Troisième point, si tout le système bancaire s'effondre, genre ou est indisponible, ou j'en sais rien, l'argent n'aura plus la même valeur, en fait. L'argent n'a la valeur que tu lui donnes, mais si plus personne n'arrive à retirer d'argent, bah tu paieras autrement. Genre la fin de Fight Club. Par exemple. Spoiler. Oui, Ouais, pardon. merci, quoi. Merci. Pardon, Merde. pardon. Cosmoflash.
Tu voulais peut-être Ouais, rajouter quelque enfin moi chose je voulais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Là, ça me paraît hautement Avant qu'on improbable m'interrompe. qu'une banque avec qui a quand même des intérêts à savoir ce que les gens font avec l'argent pour vendre de la pub, enfin je sais pas. Je les vois mal utiliser une technologie comme le blockchain qui par définition, c'est crypté et c'est anonymisé. Donc en fait, je comprends le fait que, en fait, c'est pas que je vois pas les banques le faire, mais je vois pas les banques actuelles le faire en fait. Je vois plutôt des Si, nouvelles elles le structures font. qui vont se former, et qui vont dire voilà, maintenant nous on propose des services de banque blockchain sans monnaie fiduciaire et voilà. Mais je vois pas les actuels en fait. Les BNP Paribas et tout ça, je les vois pas faire ça en fait. Le zéro monnaie existe déjà, mais enfin, il est déjà en Oui, en bien fait, sûr. Alors sur le Bitcoin, elle travaillait pas dessus. Non, Ça, c'est d'accord. vrai. Par contre, sur le blockchain, elle travaille dessus en fait pour créer une sorte de concurrent au Bitcoin. Il y a un consortium de, je sais plus, d'accord, 25 ok. ou 40 Ok. banques mondiales qui sont en train de travailler dessus. Et dernier point, sur le blockchain, en fait, ça ne sert pas qu'à faire de la monnaie. Les assurances travaillent actuellement à faire des contrats d'assurance, enfin des produits d'assurance basés sur le blockchain pour que tu aies tout ton historique d'utilisation de ton produit dans un seul et même fichier. Ah ouais, d'accord. Ok, ouais. Ah donc on nous prépare déjà ce futur quoi. Exactement. Sous-X, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, exactement. Je te signalerai qu'en 1999, la France a déjà essayé d'instaurer un porte-monnaie électronique. Et Monéo. On parle de Monéo. Exactement, mes amis. Voilà. Donc avec une boîte en Ça marche EO, bien. hein. Ça marche bien, oui. Ça a été tué dans l'œuf parce que moi, à l'époque, je travaillais avec mes parents au tabac presse et ils nous ont foutu ça sur la gueule. Ça n'a jamais marché ce truc et ça a été remplacé au final par le paiement NFC avec la carte bancaire qui au lieu. Ouais, mais 20 ans plus tard. Ouais, Alors mais ça a marché dans un seul contexte. Moi, le j'utilisais contexte du quand j'étais à la Crous fac. à l'université. Ouais, voilà. Oui, la carte monnaie au Crous. Oui. Voilà, c'est Quelle ça. plaie. Mais parce que Ouais, quelle plaie. la technologie de l'époque n'était pas aussi avancée que maintenant. C'est une première chose. Et faut se rappeler que le paiement par carte bleue, fin des années 90, c'était pas si répandu que maintenant. fin Ouais, c'est vrai, 90, c'est vrai. hein, je Donc te parle. forcément, tous tes commerçants n'avaient pas forcément le terminal pour payer avec. Et dernier point, il y avait des commissions de bâtards. Et surtout payer des frais monstrueux. Mais le paiement sans contact, c'est la Monéo d'aujourd'hui. Enfin, moi, aujourd'hui, je n'utilise plus de monnaie fiduciaire pour mes achats au quotidien. J'ai peur de ce concept, mais en fait, en vrai, je suis descendu acheter une baguette tout à l'heure, j'ai payé avec ma sans contact. Ah ouais. Bah ouais. Puis moi je fais pareil avec mon téléphone. Hein. Donc, Oui, toi, franchement, t'es over the future, toi. Apple Pay. Je suis over the top. Ouais, Apple Pay. Apple Pay, en fait, ça marche dans plein d'endroits. Hein. Dès que le terminal de paiement il accepte le sans contact, tu peux payer avec. Apple Pay. Oui, Pas putain, j'allais la faire, putain. Je mettrai Ah, la je suis petite musique. dégoûté. Allez, promis. Mais c'est pour ça, sous X, que dans ma chronique, j'explique que ça marche parce que les technos sont mieux faites et mieux sécurisées. Oui, le Et NFC. Qu'il y a un régulateur qui demande aux banques de faire baisser leurs commissions dessus. Tout à fait. Eh bien, merci à tous. On a parlé d'argent et là, on va parler de la même chose en fait. On va parler d'amour. Ah bah oui. Enfin, d'amour. Je vous racontais un petit peu mes aventures sur les applications de rencontres. Vivre d'amour et de la fraîche. Alors, vous connaissez probablement la plus connue des arnaques qu'on dit africaine, le prince nigérian. Celui qu'on appelle un brouteur et qui, grâce à son marabout, réussit à déjouer votre filtre anti-spam et se glisse dans votre boîte mail avec un message alléchant « Aidez-moi à débloquer mon héritage de 3 millions d'euros et vous pourrez en garder la moitié ». Malheureusement pour lui, les fournisseurs de boîtes mail ont aussi engagé des marabouts pour renforcer les filtres anti-spam. Alors que fait notre arnaqueur ? Il se rabat sur ce qui fait fureur en ce moment, les applications et les sites de rencontres.
Car quoi de plus facile à arnaquer que des gens en mal d'amour ? Petit tour d'horizon des arnaques que j'ai le plus fréquemment rencontrées sur Tinder et compagnie. Alors on va passer rapidement sur ce qui est le moins intéressant, les bots. Les bots n'ont qu'un rôle, vous rabattre vers un faux site de rencontre entre adultes consentants. Ils sont faciles à repérer car leur profil est composé de morceaux de profils réels piochés aux quatre coins du monde. La photo d'une jeune femme active qui vit à Los Angeles, un prénom bien de votre pays ou de votre région, et en général, elle est étudiante à l'université de New York ou de Cordoue. Et dans sa description, elle donne parfois un compte Instagram dont les photos, bizarrement, ne correspondent pas du tout à celles de son profil. Alors la conversation avec le bot est assez courte, il va rapidement, parfois même au premier message, vous sortir une excuse bidon du genre « je comprends rien à cette app, rejoins-moi plutôt vers… » insérer le lien vers un site. Aucun intérêt. Ce qui est vraiment drôle, c'est de tomber sur un brouteur. Son profil est plus subtil car il est construit de façon artisanale dans un cybercafé du Bénin, du Sénégal, de Côte d'Ivoire ou autres pays d'Afrique, parfois même directement en France. Les photos sont volées à des Instagrammeuses plus ou moins connues et même sur des profils Facebook mal sécurisés. Le prénom est choisi au hasard. Le métier est souvent dans le domaine de la beauté, coiffeuse, esthéticienne, vendeuse de cosmétiques. La description est ce qui les démasque, car la femme, présentée par le profil, est systématiquement jeune, douce, fidèle, et elle recherche une relation sérieuse basée sur la confiance. Alors comment se passe la conversation avec un brouteur ? Comme le bot, le brouteur va vite vous proposer de quitter la messagerie intégrée au site ou à l'application. Et il vous demande de passer sur Google Hangouts ou Skype sous prétexte que c'est plus confortable. En réalité, c'est surtout pour pouvoir envoyer et recevoir des photos ou faire de la vidéo. Arrivé sur la messagerie de son choix, il va essayer de vous cerner pour choisir l'arnaque qu'il va tenter. Sa décision est prise en quelques questions. Ça fait combien de temps que tu es sur le site ? Tu vis seul ou en famille ? Qu'est-ce que tu recherches ? Alors si vous êtes un chaud lapin, il va partir sur un plan camsex et vous proposer une masturbation mutuelle devant la caméra. L'arnaque, c'est que vous verrez une vidéo volée sur un site de camgirls et en parallèle, il vous enregistre pour ensuite vous faire chanter en menaçant de publier votre vidéo sur YouTube ou Dailymotion avec en titre « Votre nom se branle devant une fillette de 10 ans ». Et pour y échapper, vous devrez acheter une recharge de carte bancaire, par exemple plutôt Neo First, et lui envoyer la photo. Alors, rapidement, ce genre d'arnaque, c'est pas quelque chose qui arrive souvent, et en général, dès qu'ils proposent un plan cam, il faut dire non. Et surtout, en fait, ils publient jamais parce que ce genre de vidéo est systématiquement striké. Donc, avant même qu'ils puissent la publier, elle est jamais publiée en fait. Donc, vous pouvez même le faire, vous faire avoir et laisser passer. Si vous êtes un romantique, il va sortir le grand jeu et vous appâter avec de belles déclarations. Alors attention, ce qui suit est en un seul message. Je suis très sérieuse dans mes démarches et aussi je suis très calme aussi. Je veux l'affection et aussi je cherche un homme qui a besoin de ça aussi dans la fidélité. Un homme peut pas s'aimer mais l'amour et l'affection ont encagé se fait toujours à deux. Donc je veux vraiment un homme qui sait pourquoi il est venu sur le site pour chercher une femme sérieuse et pas un homme qui est juste venu pour rigoler avec les sentiments des femmes. Car moi je ne suis pas là pour ça, car je suis là pour du sérieux, j'ai des choses à faire. Mais pour le problème de solitude, je dois tout laisser et me concentrer dans mes démarches aussi. Donc je veux un homme qui est comme ça aussi. J'ai tout compris. Oh la relou. Alors pour entrer dans le jeu, il suffit de dire « moi aussi » ou de paraphraser ses déclarations en piochant par-ci par-là et en ressortant la même chose. Et en quelques échanges, c'est l'amour fou. Je cite « Je t'aime, emoji bisou cœur, emoji bisou cœur, emoji bisou cœur. Et toi, tu m'aimes ?» S'en suivent des échanges de banalités, genre « tu fais quoi ? Tu regardes quoi ? Parle-moi de toi. Envoie-moi une photo. » Jusqu'au moment fatidique où... Dis, tu peux bien aller au tabac ? Et là, le jeu, c'est de faire durer la conversation le plus longtemps possible pour ne pas accéder à sa demande. Car son objectif est de, justement, comme dans l'arnaque à la camsex, de vous faire acheter une recharge de carte Tonéo et de lui envoyer la photo. Encore un en truc général, en EO. En EO, oui. Toujours des arnaques. Et oh, c'est le mal.
Donc le jeu, c'est de faire... Est-ce que tu m'entends, Léo? C'est beau. Donc là, le jeu, c'est pour faire durer le plus longtemps possible. C'est par exemple de fournir des photos de recharge trouvées sur le net. Oh zut alors, je me suis trompé de recharge. Ou d'envoyer des photos du méchant patron de tabac qui veut pas vous échanger la recharge puisque vous étiez trompé avant. Merci à Google Images et la recherche patron tabac presse. Ou alors de feinter l'accident de vélo. Oh là là, je suis tombé alors que je volais sur mon vélo à la recherche d'une carte Tonéo. Et ensuite de créer une fausse adresse Gmail et de se faire passer pour une infirmière qui annonce la mauvaise nouvelle. Bonjour madame, je m'appelle Muriel Guronzan, je suis infirmière à l'hôpital de Grange-Blanche et je vous écris de la part de monsieur Merteuil. Oui, parce que j'ai utilisé un super pseudonyme. Il a été renversé hier par une camionnette alors qu'il était en vélo. Il a insisté pour que je vous prévienne. Il est sous sédatif pour la douleur. Il vous embrasse et espère pouvoir vous parler ce soir. Enfin, quand ça dure un petit peu trop longtemps, que vous commencez à vous ennuyer, il suffit d'annoncer que l'on se fiance avec la gentille infirmière parce que elle, au moins, elle est là pour prendre soin de moi. Évidemment, le brouteur ne va pas lâcher l'affaire comme ça. Il va essayer de vous proposer de venir et donc de vous faire payer en vous disant qu'il lui manque juste 200 €. Désespéré même, il vous proposera le plan chemsex. Et si vous continuez à refuser, ce que je vous conseille de faire, il vous bloquera. Au final, c'est assez simple de leur tenir la jambe. Ce qui m'attriste, c'est qu'à côté des 4 brouteurs que j'ai contre-broutés pendant un peu plus d'une semaine, des dizaines d'autres s'emplissaient les poches sur le dos de pauvres gens en mal d'amour. Voilà, c'est tout pour moi. Waouh. Bravo. Bah, écoute, Bravo. merci Bravo. pour ton courage d'avoir tenu tête aussi longtemps à tous ces gens. Comment elle s'appelait De l'infirmière, les t'as avoir dit? occupés. Muriel Guronzan. en hommage à mes longues soirées de révision quand j'étais étudiant. Je sais même pas quoi dire sur ce sujet, c'est tellement surréaliste, mais c'est tellement drôle. Alors, pour l'amour du LOL, je publierai mes 2 plus belles réussites. Une que j'ai eue sur Lovoo, et donc après sur Google Hangouts, et l'autre que j'ai eue sur OkCupid et que j'ai ensuite, qui a enchaîné ensuite sur Skype. C'était très beau. Deux approches différentes. Une où j'étais très premier degré et l'autre où je suis parti vraiment dans l'absurde. Et pour montrer à quel point ils sont accrochés. Après, moi j'ai un truc à dire, c'est que si un mec normalement constitué tombe dans le piège, c'est-à-dire qu'il croit à ce truc-là, vraiment, si vraiment il y croit sincèrement, c'est vraiment qu'il a un problème de base. Donc quelque part, c'est thérapeutique ce qui lui arrive. Bah non, ça peut être de la détresse amoureuse. Hein. C'est bien ce que je dis. Même pas forcément amoureuse, hein, juste des gens qui sont seuls. Sexuelle, ouais. Détresse Non, sexuelle. ou juste la sociale, des gens qui sont seuls, tout court. En manque de bisous. Mais arrêtez. En manque de contact humain. C'est des gens cons qui tombent là-dedans, les gars. C'est des gens cons qui tombent là-dedans. Moi, je ferai pas de jugement de valeur. Il peut y avoir des gens qui justement souffrent et se retrouvent vulnérables à ça. Si tu veux, tu peux relire le message, s'il te plaît. Vraiment. Non, vraiment. Toi, tu serais tombé dedans, toi. Non, parce que moi j'avais vu 2-3 reportages là-dessus. J'avais déjà vu 2-3 reportages là-dessus, donc j'étais au courant. Et puis j'étais clairement pas une cible pour ça, parce que j'étais pas désespéré, j'étais pas en souffrance, donc je ferai pas de jugement sur on va dire l'intelligence des gens, quoi. C'est non, je l'ai fait. Je l'ai fait déjà. Tu l'as fait pour toi. Non, mais c'est vrai. Après, je vais vous retrouver les débuts de conversation. C'est un discours qui est rodé et qui est vraiment cible les gens qui souffrent et qui sont vraiment en mal d'affection, quoi. Pour parler de moi, je suis quelqu'un de très gentil, calme en tout cas, quand je suis à mes premiers contacts avec quelqu'un. Un peu trop bavarde des fois. J'aime bien m'offrir aux autres, je suis serviable, j'adore apporter de l'aide, me faire sentir utile aux yeux des autres. Avec mon homme, je suis beaucoup câline, attentionnée, respectueuse, fidèle. Tu sais, je me dis que l'amour est fondé sur 4 vertus, à savoir la confiance, la complicité, le respect et la fidélité, comme je le disais tantôt. Ainsi, on peut espérer une bonne relation durable et solide. Toute autre chose contre cela serait un peu construire des châteaux d'amour.
Moi, je conçois qu'il y ait des gens qui puissent être mal au point que ça leur parle, quoi. Ouais, mais écoute, on est bien dans la merde. Alors, sous X. Du coup, je suppose que ces gens-là, on les retrouve sur à peu près tous les sites de rencontres. Enfin, ils mangent à tous les râteliers, peu importe l'âge, et éventuellement, ce qui est bizarre, c'est de les retrouver sur Tinder, parce que... Alors, sur Tinder, il n'y en a pas. D'accord. En tout cas, moi, j'en ai pas rencontré. Je suis tombé que sur des bots. Après, ouais, sur les sites qui sont gratuits, où la discussion est gratuite, Lovoo, OkCupid, j'ai fait que ceux-là où la discussion est gratuite. C'est sur les deux principaux en fait sur lesquels je les ai trouvés. Sur les trucs payants, je pense pas qu'ils y soient parce que justement leur objectif c'est de gagner de l'argent, pas d'en perdre. D'accord, mais au final, on a environ tous la trentaine. C'est bizarre. Moi. Oui, d'accord. Si, pas loin. J'ai dit environ, ça rentre, tu rentres dans le cadre. À plus ou moins 10 ans. Mais je pense que ces gens-là auraient plus d'intérêt à viser des gens qui sont déjà bien installés dans la vie. Je pense que dans nos tranches d'âge, il doit y avoir des gens en détresse émotionnelle sensibles à ça, quoi. Et par contre, ils chassent aussi beaucoup sur Facebook. Ils chassent les comptes ouverts. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, sur Facebook, je sais pas si vous avez ce phénomène, mais là, ça va faire environ 1 mois. Tout le temps, j'ai un nouveau compte. Alors, j'ai regardé les noms, là. Ah non, je les ai tous supprimés. Merde. Avec des noms genre Elisabeth Grosse Boob de Saint-Ouen. Sandrine Folle de la Chatte de Saint-Ouen. Enfin, que des noms hyper... tu te rends compte que c'est une caricature, tu vois. Et ils t'ajoutent et ils mettent justement la ville Saint-Ouen, comme moi j'habite à Saint-Ouen. Du coup, je pense qu'ils doivent faire des recherches par ville et par région. Je pense que tu confonds avec la bannière porno sur YouPorn. Ouais, je pense aussi. Hein. Non, je vous parle des friend requests sur Facebook, je suis très sérieux. Et ils chassent peut-être comme ça, hein, justement. Ah oui, mais ça fait un moment là, j'en ai tout le temps des nouveaux. Et je vois en plus des gens que je connais plus ou moins qui tombent là-dedans, qui rajoutent des comptes et tout. Je suis là, putain, mais sérieux. L'école des facs, des chroniqueurs chauds dans ta région. Ça c'est vrai, ça c'est bien vrai. Connaissant un peu sous X, je tiens à préciser quand même, il faut le dire, à nos auditeurs, qu'Emeric nous a fait suivre toute son investigation, puisque on peut qualifier cette investigation pendant à peu près 2 semaines. C'était encore mieux qu'une série Netflix, quoi. Exactement, c'était épique. Ouais. Je les mettrai en forme, mais je pense que je les publierai sur Medium. Ah oui. Je pense qu'il faut... Après, tu pourras faire une conférence TED et tout ça, quoi. Loise, tu voulais réagir ? Ouais. Sur cette chronique, le passage chantage, il a déjà été mis en exergue dans un épisode de Black Mirror. C'est vrai, qui s'appelle Shut Up and Dance, qui est assez horrible, où il y a un protagoniste qui pense nettoyer de malware l'ordinateur qu'il utilise avec sa sœur, et qui va sur un site porno et qui se branle et qui se fait capturer et qui du coup va se faire chanter par des mystérieux pirates. Un site un peu plus que porno, mais... Alors, bon... Ouais, moi, j'avais pas l'impression que c'était un site de pédopornographie. Et je l'ai compris qu'à la fin, quand ils en ont pas... Enfin, quand le mec lui dit, ou quand sa mère l'appelle et lui dit... mais ce sont des enfants. Exactement, mais j'avais pas compris ça sur est-ce que comme tous les gens... Parce que comme tous les gens qui ont vu cet épisode, tu te dis mais pourquoi il se prend la tête? Il a qu'à dire qu'il a regardé un film de cul, c'est pas grave. Exactement, ouais. C'est et ouais, je dis ça. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, comme tu l'as fait, il faut occuper ces gens pour qu'ils ne nuisent à personne. Et ça serait bien qu'il y ait des activistes qui créent des bots qui leur répondraient, tu vois, de manière tout à fait neutre, juste pour les occuper. Alors après, je pense que ces mecs-là, c'est comme les joueurs de poker en ligne, quoi. Ils ont plusieurs tables à la fois,
et ils gèrent plusieurs trucs. Mais si tu peux nuire à 40% de leur bande passante, je pense que c'est déjà pas mal. Hein. Alors en fait, en cherchant un petit peu à me documenter dessus, parce que évidemment, le plan chemsex, j'ai pas tenté. Je parle pas d'expérience pour ça. J'ai découvert des interviews de policiers français qui expliquaient qu'en fait, dans les pays justement d'où sévissent les brouteurs, les autorités commencent... alors les articles datent d'il y a quelques années déjà, mais commençaient déjà à l'époque à essayer justement de chasser ces gens-là parce que ça fait une image du pays qui est pas géniale, quoi. Et qui du coup ça casse un petit peu aussi la confiance qu'ont les Européens, les Américains, etc. Dans les relations commerciales ou en ligne avec justement le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et les autres pays où sévissent ces arnaqueurs, donc le Nigeria. En fait, ça dépend de la langue. Ouais. Voilà. Enfin, nous, on a l'Afrique subsa, mais pour tous les pays anglophones, ce sera plutôt dans l'Afrique australe. Exact. Et bien sur ces bonnes paroles, nous passons à la chronique suivante. C'est la mienne. Flash Thompson. Eh oui, celle de Flash Thompson, qui justement va nous parler de Black Mirror et nous proposer des thèmes pour les prochains épisodes. Miroir, mon beau miroir, c'est quoi la suite ? Eh oui, salut à tous. Comme tu disais, je suis la caution gaming qui ne parle jamais de jeux vidéo dans cette émission. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la série Black Mirror. Alors, Black Mirror, c'est la série phénomène du moment. Quand je dis du moment, c'est peut-être pas du moment exactement précis au moment où on parle, mais très souvent dans les conversations des fans de séries, un peu comme un point Godwin, le point Black Mirror arrive, et on finit par tous se dire « Oh, comme c'est génial cette série, c'est trop bien !» Bref. Cette série se compose de saisons assez courtes, de moins de 10 épisodes, et a la particularité de mettre ceux qui la regardent assez rapidement en PLS sévère. Je confirme. La cause de ce sentiment, oui, c'est le sujet de Black Mirror et son traitement. En effet, les scénaristes choisissent une technologie, transposent son utilisation dans un futur proche, et tentent son utilisation afin qu'elle soit utilisée de la pire manière possible. Mettant en exergue les failles de cette trouvaille, mais surtout celles de la société, et bien entendu, de chaque individu. Black Mirror questionne notre rapport à la technologie, et la manière dont elle modifie notre comportement et nos habitudes sociales. Jusqu'à présent, la série a traité de sujets tels que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle, la protection de la vie privée, les réseaux sociaux et même les drones, donc un grand nombre de sujets. Mais il reste encore des sujets inexploités, de nombreuses technologies qui pourraient faire l'objet d'un épisode de la série. J'en ai choisi 3. Rejoignez-moi de l'autre côté du miroir. La voiture autonome. Voilà un sujet qui n'a pas été abordé dans la série. Conduire, c'est la plaie. Il faut passer le permis, acheter une voiture, l'entretenir, payer le carburant, etc. Moi, perso, j'ai fait le choix de ne pas avoir de voiture et je m'en plains pas. De toute façon, aujourd'hui, des services comme Blablacar, Uber, Autolib permettent de se déplacer sans avoir à acheter un véhicule. Mais mettre les mains sur le volant sera bientôt de l'histoire ancienne. En effet, l'industrie automobile s'apprête à faire sa révolution et à intégrer sur nos routes les premières voitures autonomes. Ces véhicules qui ne paient pas de mine au premier abord sont en fait contrôlés par des intelligences artificielles, qui se repèrent grâce à des capteurs ou des caméras. En fait, ces automobiles sont loin d'être de la science-fiction et risquent même d'être la tendance de 2017. Elles fonctionnent grâce à la combinaison de plusieurs éléments. Je vais vous citer assez rapidement. Une caméra frontale qui identifie les couleurs, les panneaux, le marquage au sol, détecte les piétons, les cyclistes et animaux. Une caméra infrarouge réservée aux voitures haut de gamme qui permet de déceler la nuit piétons et animaux sur la chaussée. Des radars longue portée, avant-arrière, des lidars avant et arrière, des capteurs ultrasons, le tout couplé à une forte puissance de calcul et une connexion constante à Internet. Mais avons-nous conscience des dangers possibles d'une telle technologie ?
En septembre 2016, 4 chercheurs chinois ont pris le contrôle à distance d'une voiture de la marque Tesla. Le constructeur a dû effectuer une mise à jour de son système en urgence. Comment seront programmées les voitures autonomes lorsqu'il s'agira de choisir entre épargner la vie de passagers ou celle des piétons? Que faire de tous les chauffeurs de bus, de taxi et de VTC, les routiers, les livreurs quand ils auront été remplacés? La réponse sûrement très bientôt dans la série. L'immortalité. Un autre sujet encore, pas encore abordé dans la série, enfin, pas totalement. Saviez-vous que bientôt l'immortalité risque d'être une réalité? C'est en tout cas un des nouveaux défis que se lance Google via ses 2 laboratoires Calico et Google X. Ce dernier a développé un bracelet capable de détecter le cancer alors que Calico cherche purement à rallonger notre espérance de vie et même à éradiquer la mort. Il sera sans doute possible un jour de voir prescrire des traitements pour gagner 10, 15 ou 20 années de vie. En tout cas, les 730 millions de dollars investis dans ce projet prouvent que la filiale d'Alphabet, maison mère de Google, croit réellement dans un futur sans mort. Assez incroyable. Mais alors, les questions se posent. Comment la société fera-t-elle face à une existence sans fin ou très longue? Aurons-nous encore du plaisir à vivre? Qui aura droit à ces pilules de jouvence? Seront-elles réservées aux riches? Risque-t-on de voir émerger une société de mortels pauvres et de riches immortels? Seul l'avenir et les auteurs de la série nous le diront. Les clones. 23 février dernier, c'était les 20 ans de Dolly, la brebis clonée, euthanasiée en 2003. Et vous pouvez la voir d'ailleurs au National Museum of Scotland à Édimbourg, en Écosse. C'est dans ce pays que Dolly est née, puis qu'elle est morte à l'âge de 5 ans seulement. Elle avait une maladie pulmonaire et de l'arthrose au genou, du coup on a décidé d'abréger ses souffrances. Vous la verrez empaillée avec ses coquettes boucles de laine blanche, debout sur ses 4 pattes. En France, il y a eu depuis Dolly des centaines d'animaux clonés en fait. On ne savait peut-être pas, mais essentiellement des bovins, clonés par l'Institut national de la recherche agronomique. Mais force est de constater que le rêve de voir des Dolly humaines, c'est-à-dire des bébés clonés, shout out à mon ami Raël, qui préparait soi-disant le clonage d'êtres humains, ben tout ça n'a jamais vu le jour. Mais à côté de ça, on en parlait un peu dans l'émission sur l'intelligence artificielle, on a une évolution de la robotique qui est assez impressionnante. On voit de plus en plus de scientifiques, notamment au Japon, créer des humains artificiels, vraiment des copies exactement, de plus en plus ressemblantes en tout cas, à l'être humain original. Alors, ces robots seront-ils suffisamment intelligents pour être assimilés à des humains? Auront-ils du coup des droits ou des devoirs comme des citoyens? Seront-ils capables de tuer, d'être tués? Seront-ils du coup mortels, immortels? De nombreuses questions se posent sur leur existence. Et mes amis, ma chronique, qui était assez courte, s'arrête là, et je vous pose les questions. Les clones, l'immortalité et les voitures autonomes, est-ce que pour vous ce sont des sujets intéressants pour cette série? Alors sous X, vas-y, à toi en premier. Alors j'aimerais juste revenir sur ton épisode 2. Tu dis que les riches vont avoir éventuellement accès à cette immortalité et pas forcément les pauvres. Mais j'ai envie de te dire, Benoît Hamon, revenu universel. Je pense que si on devait vraiment créer un épisode de Black Mirror qui parlait de ça, on prendrait beaucoup plus en compte le fait que la technologie a énormément remplacé de métiers que l'homme n'a plus besoin de faire, et donc le rapport pauvre et riche serait beaucoup moindre qu'il ne l'est aujourd'hui. Du coup, la question devrait être éventuellement posée différemment. Voilà. Je peux répondre ou j'attends
Vas-y, réponds. Bah, alors, à mon avis, un système capitaliste, sans vouloir faire mon Mélenchon, dans ce système capitaliste, la pauvreté est systémique. Il faut des riches et des pauvres pour alimenter le système. En fait, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des revenus à moins de 1200 euros, que des gens gagnent des salaires à 40 000 euros. Aujourd'hui, on a une société qui est inégalitaire. Aujourd'hui, par exemple, on a accès à l'automobile, mais pourtant, le patron du CAC 40, roule en Mercedes, et le caissier de Quick, il roule en Twingo. Ou alors il prend le métro. Je pense que pour la médication, les soins médicaux, c'est la même chose. Donc, si on fait une extrapolation et qu'on imagine une société où des remèdes permettent d'avoir une vie extrêmement longue, voire être immortel, je pense qu'on sera face au même clivage qui est finalement représentatif de la société capitaliste dans laquelle nous vivons. Oui, bah c'est la sélection naturelle que tu décris. Oui, voilà, exactement. Ok. Loise. Oui. Alors, sur la voiture autonome, l'épisode ne m'intéresserait pas beaucoup, je pense, parce que on le vit, entre guillemets, cet épisode, dans le sens où il y a une course technologique dans le milieu automobile, avec, comme tu l'as mentionné, Tesla, puis on va dire les GAFA, qui sont pas du milieu de l'automobile, même si Tesla est devenu un peu, mais qui essayent d'automatiser les voitures. Et de l'autre côté, tu as les constructeurs automobiles qui ont l'expertise pour construire des voitures, mais pas pour construire des pilotes autonomes. Mais tous les 6 mois, on a quand même une annonce assez impressionnante sur le milieu. Donc, rien que de lire la rubrique économie sur l'automobile, ça me suffit. Par contre, sur l'immortalité, là, ouais. J'ai une proposition. On pourrait faire une dystopie où Jacques Cheminade serait élu, parce que c'est celui qui a le programme de conquête spatiale le plus abouti, et il veut coloniser la Lune pour s'en servir comme base de lancement pour aller coloniser Mars. Ce qui pourrait Mais c'est pas un alien lui-même déjà à la base ? Pardon ? Je crois que c'est un alien lui-même, hein, Jacques Cheminade, de base. Peut-être. Ou un reptilien. Reptilien, ouais. Les Arman. Et du coup, ça permettrait d'avoir plus de surface pour pouvoir mettre tous ces gens qui meurent pas. Et le dernier épisode sur les clones, j'ai pas d'idée. Ben, le clonage, en tout cas, c'est un gros flop. Parce que ça devait prendre, on devait bientôt avoir tous son clone pour se faire greffer des choses, etc. Ça aurait été un peu... Comme dans The Island. Voilà, exactement. Comme dans The Island, c'est vrai. Ouais. Mais du coup, pour la recherche médicale, moi je suis un petit peu ce qui se fait, parce que dans le mouvement vegan, quand tu commences à regarder où les produits sont testés, comment les produits sont testés, produits médicamenteux ou de consommation, tu te rends compte qu'on utilise beaucoup les animaux pour pouvoir tester ça, alors qu'en fait, c'est pas parce qu'un médicament marche sur un animal qu'il marchera sur l'homme. Au mieux, t'as 50% de chances que ça fonctionne. Et en fait, alors c'est pas du clonage, mais ils essayent de développer, ils ont développé une méthode faite à base de cellules souches. Oui, j'avais vu ça, société qui est en cellules. Alors, c'est pas des clones, mais c'est quand même une partie de toi que tu recrées. Et le seul problème que ça a, c'est que quand tu testes un médicament, par exemple, si tu le testes sur une cellule souche et que tu guéris, bah c'est bien, sauf qu'une cellule souche, ça interagit avec plein d'autres cellules, et que ce système de cellules, on n'arrive pas encore à le recréer pour pouvoir faire des tests qui soient 100% efficaces. Si vous voulez flipper sur le clonage et l'alimentation, par exemple, allez dans Google et tapez viande clonée et vous vous rendrez compte que Black Mirror en sait aussi déjà actuellement. Mais c'est-à-dire que je pourrais manger mon bras ? Ben écoute, actuellement on consomme très certainement de la viande clonée. Moi je mange pas de viande. Ben, moi je suis encore en consommation de viande, même si chez moi c'est très rare, parce que ma copine est végane. Mais moi je mange encore de la viande.
Et là, j'ai découvert récemment, dans mes recherches pour la chronique, qu'on mangeait de la viande clonée dans nos assiettes. C'est déjà le futur. Ouais. Alors, moi, je voudrais revenir sur le premier épisode. Tu parles des Tesla qui se font hacker. Même les voitures classiques, je sais plus quel 4x4 dernièrement, il y avait eu un scandale, enfin pas un scandale, mais ça avait fait un peu de bruit. Des chercheurs avaient réussi à provoquer son arrêt à distance, alors qu'il était lancé à, je sais plus, 60 km/h, quelque chose comme ça. Donc ça les a fait flipper. Donc c'est déjà un petit peu Ils envisagent déjà le futur, donc le problème du hacking des voitures autonomes, c'est pas trop grave. Enfin, c'est pas trop grave, c'est un sujet qui est déjà pris en compte, et donc il y aura des contre-mesures, et de toute façon, ce sera comme dans tout, il y aura la chasse aux meilleures solutions de chaque côté, quoi. Des gens qui voudront faire du mal et des gens qui voudront... De toute façon, je veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais à Stockholm, le mec a volé un camion et il est rentré dans des gens, quoi. Et t'as pas besoin d'intelligence artificielle pour ça, t'as besoin que de mobilier urbain pour empêcher les voitures, qu'elles soient conduites par des hommes ou des IA, pour accéder aux rues piétonnes. Tout à fait. Et puis je voulais aussi revenir justement sur les deux autres épisodes, Ouais. l'immortalité puis le clonage. En fait, les deux sont un peu liés, en fait. Pour qu'un clone soit viable, il faut qu'on résolve le problème du vieillissement. Puisqu'en général, une cellule, un clone est fait à partir du noyau d'une cellule qui a un certain âge, avec les brins d'ADN et d'ARN qui sont usés, puisqu'il y a sur l'ADN et l'ARN, il y a ce qu'on appelle les télomères, je crois. Non, c'est au bout des chromosomes, les télomères, qui réduisent en fait à chaque dédoublement des cellules, et c'est une des causes du vieillissement du corps humain. Enfin, de tout être vivant. Donc, résoudre ce problème-là pour les clones, ça reviendrait à créer l'immortalité pour les pas clones. Et le clonage serait peut-être une forme d'immortalité. Il y a un film très bien là-dessus. Très bien. Et en fait, Mr. Nobody. Tu parles d'immortalité, mais en fait, tu parles d'immortalité biologique. Black Mirror a déjà traité l'immortalité dans au moins 2 épisodes. Oui, c'est vrai, j'ai un peu triché sur le clonage. L'épisode sur le mec qui est reconstitué à partir de son compte Facebook. C'est pas vraiment Facebook, mais c'est l'équivalent. Ouais, le bot. Et le robot qui a tous les souvenirs du gars. Et l'épisode avec... Tu parles du spécial Christmas ? Ouais. Avec la copie je parle pas du informatique spécial de la Christmas, je parle d'un épisode de la saison 3 avec les vieux dernier. San Bernardino. C'est pas San Bernardino, c'est San Junipero. San Junipero, voilà. Ouais, Junipero. Je n'en dis pas plus car ce serait un spoil de l'épisode. Ah mais là de toute façon je vais mettre une grosse balise spoil sur son cloud. Ok. Mais l'épisode Blanc comme neige, c'est celui dont tu parlais en premier. Non, celui dont je parlais en premier, c'est le premier épisode de la saison 2, de la saison 2. Le jeune couple qui s'installe à la campagne et le mec meurt et sa femme découvre un service qui permet de discuter avec l'historique internet du défunt pour simuler des conversations. D'accord. Et petit à petit, elle se laisse prendre au jeu. Complètement sorti de la tête celui-là. Et elle commande un robot qui a les souvenirs du gars et qui est exactement comme lui. Et au final, il est trop parfait parce qu'il est juste ce que le gars a mis sur Internet et pas exactement lui-même, quoi. Voilà. Donc, ouais. Et au final, pour revenir sur l'immortalité, je pense qu'on arrivera à l'immortalité numérique avant l'immortalité biologique. Je pense qu'on sera capable de télécharger le cerveau dans quelque chose, enfin de télécharger notre personne dans quelque chose, notre mémoire, notre personnalité, avant même d'arriver à être immortel de façon biologique. Tu parles de transcendance avec Johnny Depp, par exemple Entre autres, oui. Je pense qu'on arrivera à transcendance avant Jupiter Ascending. J'ai pas vu Jupiter. Avant Star Citizen. Ça c'est sûr. On aura l'immortalité avant Star Citizen. Cosmo Flash.
Tu voulais réagir? Oui, rapidement. Je pense que si je me mets du point de vue des scénaristes de Black Mirror, je pense que celui qui est intéressant d'épisode, c'est surtout celui sur le clonage. D'une part parce que les deux autres, en fait, celui de l'immortalité a plus ou moins déjà été évoqué d'une certaine façon, notamment dans le White Christmas. Et dans l'épisode où il y a ce mec, cette fille qui recrée son mec avec une intelligence artificielle. Et ensuite avec un corps, bon bref. Et celui sur les voitures autonomes, je le trouverais un peu déjà téléphoné, pas très intelligent par rapport à ce que eux ils font, qui est quand même, ils essaient de rechercher des usages et tout ça, donc je vois trop le truc avec la voiture qui devient folle et qui tue des gens. Enfin, je vois des trucs trop évidents en fait, peut-être. Mais après, est-ce que on t'avait dit qu'il y aurait un épisode sur les réseaux sociaux et sur une nana qui veut des likes sur ses photos et qui serait génial, est-ce que t'aurais cru? Ouais, je suis un peu d'accord avec Flash. Et ça, oui, je le voyais arriver, ce genre de truc. Je les voyais critiquer ce genre de comportement. Et finalement, ça c'est me bien paraissait fait. logique dans la façon dont ils écrivent. Et même si pour moi, la première saison reste quand même la plus aboutie, je trouve, personnellement. Mais je vois vraiment celui sur le clonage pour être très intéressant, même si ça aurait été, je sais pas, une copie de The Island. J'aime beaucoup ce sujet. J'aime beaucoup ce sujet en fait. Voilà. Et pour conclure ce chapitre, messieurs, quel est votre épisode de Black Mirror préféré, ou enfin celui qui vous a le plus marqué? On va commencer par Loise. Alors moi, c'est le premier épisode de la 3e saison qui s'appelle Nosedive ou Chute libre. Donc le pitch, c'est que tout ce que tu fais dans ta vie est sujet à être noté par une note entre 0 et 5. Et du coup, tu as un métascore sur toi entre 0 et 5. Et selon ton score, tu as accès ou pas à des services plus ou moins premium. Et cet épisode, il m'a mis en PLS parce que il était tellement probable dans un futur proche. Et comme l'a dit Flash, il distord tellement bien la techno que tu peux... Enfin, moi, je me suis très bien identifié à cette meuf, quoi. Oui, mais c'est déjà le cas, en plus, avec Instagram et tout. Moi, je le vois au quotidien chez moi, comment les Instagrammeuses communiquent entre elles. Alors, j'aime beaucoup, mais tu sens vraiment que on y est, quoi. Mais ça encore, c'est dans le monde du réseau. Mais en Chine, t'as des écoles qui demandent les comptes des parents. Tu vois, les comptes des réseaux sociaux pour voir si les parents sont respectables. Ça me fait bien plus flipper que des Instagrammeuses qui se parlent ou pas entre elles, mais sur le nombre de followers, de likes, etc. Mais il y a une vraie souffrance. Tu vois, ça, on n'arrête pas de dire ça souvent. Ah, mais en Chine, c'est pire. Moi, je vous encourage à regarder un peu comment ça fonctionne chez les nanas dans ce domaine. Des fois, il y a des vraies souffrances chez elles. Chez les nanas chinoises. Et les nouilles chinoises, alors là... voilà. Ouais, on passe à Sous-X. Quel est ton épisode le plus marquant? Bah écoute, je te remercie et je ne te remercie pas pour m'avoir fait et conseillé découvrir cette série. Mais de rien, c'était un plaisir. Puisque moi, je recommanderais. Moi, c'est le premier épisode qui m'a le plus marqué parce que c'est celui qui est finalement le. Parce que j'adore les cochons. Non, c'est pas ça. C'est celui qui est le plus crédible aujourd'hui. C'est génial. C'est celui qui est le plus crédible aujourd'hui qui pourrait arriver, c'est-à-dire devoir se mettre en scène dans une situation très gênante, dégradante. Ouais, voilà. Aujourd'hui et ça m'a vraiment choqué parce que autant la suite de la série fait un tableau des dérives très très extrêmes de ce que pourrait devenir notre façon d'utiliser Internet aujourd'hui, mais celle-ci est bien ancrée dans le réel et
j'ai aucun mal à imaginer en fait ce premier épisode se produire Bah, aujourd'hui. surtout que le Premier ministre britannique de l'époque, David Cameron, avait Oui. pas révélé, c'était pas lui qui l'avait révélé, mais il y avait eu un petit leak sur le fait que quand il était étudiant, je crois, il avait fait des trucs avec une tête de cochon lors de son intronisation dans une société secrète ou je ne sais quoi. Ok. Donc c'est tellement, Oui, c'est vraiment encore bien une fois, ancré. très crédible comme l'épisode dont parlait Loise. Ok. Moi, je voulais. C'est dur d'en avoir un. Celui qui m'a le plus marqué, c'est l'épisode. L'épisode de. Mince. Ah ouais? Ah ouais, pas mal. Ouais, Pas mal, celui-là. ouais, Je l'ai non, pas d'accord. mal, Moi ouais. pareil. Moi pareil en fait. Il est vraiment Beaucoup où de choses sur celui-là? notre société. Ça t'a tellement marqué que tu l'as effacé de ta mémoire. Ah, En fait. Ouais, peut-être. Non, mais c'est parce que j'ai fermé la mauvaise fenêtre. Une répulsion. on peut faire le mien, après tu referas le tien, comme ça tu te rappelles. Vas-y, Attends, fais le tien. Ben moi, c'est un épisode sur la perte de mémoire, figure-toi, qui est l'épisode 2 de la saison 2 de Black Mirror, qui s'appelle La Chasse. Et sans trop en dévoiler, on suit une jeune femme quasiment, qui a perdu la mémoire, et qui se retrouve pourchassée par des personnes déguisées, qui essaient de la tuer, visiblement. Et elle retrouve des alliés qui vont l'aider à s'enfuir. Et le twist final, comme toujours dans Black Mirror, m'a vraiment pris aux tripes. Je m'y attendais vraiment pas. Et je l'ai très mal vécu, comme chaque fois dans Black Mirror. Et en même temps, ça m'a permis de réfléchir un peu sur l'être humain en tant que... Voilà, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour se venger? Est-ce que la vengeance, c'est quelque chose qui finit... Enfin, la peine de mort, par exemple, sans vouloir trop en dévoiler, mais comment dire? Enfin, en gros, est-ce que la vengeance, c'est légitime face à l'horreur, quoi? Voilà. Moi, j'aime beaucoup cet épisode parce que l'actrice principale, c'est une actrice que j'avais pas vue depuis Being Human. Being Human, et qui était assez cool dans Being Human d'ailleurs. C'est vrai. Épisode très très marquant. Cosmo Flash, quel est l'épisode qui t'a le plus marqué, toi? Mon plus marquant, c'est pas celui qui m'a le plus marqué, celui que j'ai le plus apprécié à regarder. C'était le dernier de la saison 3, donc le tout dernier, qui est en fait une enquête. On suit une enquête sur des meurtres très étranges d'une journaliste notamment, qui critique je sais plus quoi sur internet, et un meurtre qui est presque parfait, et on trouve très peu d'indices pour comprendre qui c'est. Et ensuite, bon, je peux pas le raconter plus, mais je trouve que c'est un thème notamment sur l'écologie et sur la robotique, et je trouve que c'est assez très très bien amené. Et en plus, j'ai appris qu'ils voulaient continuer un peu cette intrigue avec à peu près les mêmes personnages, donc je suis plutôt pour. Et j'ai bien aimé parce qu'il mettait... c'était nouveau dans Black Mirror de voir un épisode comme ça, c'est-à-dire vraiment une histoire... je la trouvais mieux écrite que les autres histoires. Je l'ai trouvée moins dans la morale et plus dans quelque chose d'action. J'étais plus pris au trip. J'étais là, C'est genre, le seul que qu'est-ce j'ai qui va pas se passer, fini. quoi. Pardon ? C'est le seul que j'ai pas encore fini. Ah, c'est le seul que t'as pas encore fini. Il est long, Il y a hein, un une peu heure plus long que et les demie. autres. Et en fait, c'est une série, j'enchaîne pas 2 épisodes. Donc j'ai besoin de... C'est compliqué, ouais. Faut mettre les de la digérer quand distance même. entre chaque épisode. Ouais, Vraiment. je comprends. Ouais. Et toi, Émeric? Alors moi, en fait, c'était celui dont a parlé Flash Thompson. Il t'a vraiment marqué, je crois. En fait, non, je retrouvais plus le titre, en fait. C'est pour ça que... Et en fait, notamment parce que je m'attendais à voir un remake de The Purge, et en fait, pas du tout. Il m'a un peu pris par surprise, et puis j'aime beaucoup l'actrice principale, qui est dans un rôle un petit peu, justement, de victime, avec un twist. Et donc, du coup... Une danseuse, donc. Ouais. Du coup, je vais vous donner mon deuxième. C'est San Junipero, en fait, celui justement que j'ai trouvé le plus sympathique, en fait. Il est plein d'espoir, mine de rien. Il est. C'est vrai. Il est gentil, cet épisode. Et la direction artistique, meilleure. Enfin, la meilleure photo. Direction artistique, la meilleure photo, exactement. Mais même la bande son et tout. Enfin,
Tout à fait. Ils ont vraiment tout réussi. Et je voulais vous dire que j'ai détesté celui d'après, Tuer sans état d'âme, parce que c'est un honteux plagiat d'un court-métrage qui s'appelle Uncanny Valley, dont je vous mettrai le lien en bas de podcast, et vous pourrez faire la comparaison. Ah oui. Voilà. Merci Émeric. Merci. J'ai décidé de te dire merci en ASMR. Ouais, ça m'a fait des frissons. J'ai les poils du bras qui se sont levés. Demi-molle. Non. Let. Non. Demi-molle de poils. Et on enchaîne donc avec la chronique de Cosmoflash qui va nous parler de ce nouveau réseau social à la mode, Mastodon. Qu'est-ce que c'est ? Le mammouth et l'oiseau. Et oui, Émeric. La semaine dernière, certains d'entre vous sont peut-être au courant. Une sorte de nouveau Twitter open source qui s'appelle Mastodon, comme le groupe de métal, a fait un gros buzz, comme on dit en français, sur Twitter. Et beaucoup d'utilisateurs, notamment des influenceurs et des journalistes spécialisés, se sont créés un compte et sont allés explorer ce nouveau clone de l'oiseau bleu. Et comme je fais partie de la rédaction de l'école des facs, eh bien, je me suis endossé également ce rôle d'explorateur. Alors, au premier abord, un utilisateur régulier Twitter ou du client TweetDeck ne sera pas dépaysé. C'est vraiment un réseau de microblogging classique, mais c'est sans compter la nature même de ce réseau. Il est open source. Certains utilisateurs Twitter rêvent de ce jour depuis longtemps, et bien un programmeur américain plutôt doué l'a fait, et il était lui-même un peu déçu de Twitter, et il a commencé à trouver une alternative viable. La deuxième nouveauté de Mastodon, c'est d'être fédéralisé. Le système marche en instance, c'est-à-dire que chaque utilisateur est libre de créer sa propre version du logiciel Mastodon. Donc le service il est complètement décentralisé et gouverné par les utilisateurs en fait. En fait, quand j'ai vu Mastodon pour la première fois, j'étais vraiment content en fait parce que je suis un utilisateur assez intense de Twitter, je suis toujours dessus, en fait j'ai toujours un onglet ouvert. Et je me rends compte chaque jour de plus en plus des défauts de Twitter en fait. D'avoir une conversation c'est compliqué d'avoir un public entre guillemets. Enfin c'est compliqué d'être sur Twitter quand on arrive comme ça comme un cheveu sur la soupe. Et en fait de manière plus générale, Mastodon m'a fait me poser des questions en fait finalement sur notre liberté sur Internet. Parce que Twitter, on va pas se mentir, c'est quand même une entreprise privée qui a des intérêts. Et ces intérêts sont pas forcément alignés avec ceux des utilisateurs. Parce que malgré le fait qu'on passe beaucoup de temps à créer du contenu dessus, que ce soit des mèmes ou des threads pour expliquer comment on est devenu vegan en une semaine, le réseau n'appartient pas à ses utilisateurs et ça pose, je le pense, beaucoup de problèmes. On le sait tous, le harcèlement sur les réseaux sociaux est une réalité et il est d'autant plus fort sur Twitter où il est très mal modéré. Et je pense que Mastodon peut offrir une véritable solution à ce problème en donnant la possibilité aux utilisateurs d'être vraiment maîtres du réseau. Alors, je termine cette minuscule chronique finalement avec un petit pan d'histoire d'Internet qui je pense est important et peut résonner un peu avec ce qu'essaie de créer Mastodon. Et je vais vous le raconter dès maintenant. Le 8 février 1996, à Davos, en Suisse, se passe un événement singulier. Un certain John Perry Barlow apprend que le président des États-Unis, à l'époque Bill Clinton, a signé un Telecom Reform Act qui rend illégal et punissable par une amende de 250 000 € le fait de dire shit ou de discuter de l'avortement de façon ouverte. John Barlow écrit alors: « Cette loi a été mise en œuvre contre nous par des gens qui n'ont pas la moindre idée de qui nous sommes. Et bien qu'ils aillent se faire foutre. » Il enchaîne en écrivant « Prenons maintenant congé d'eux. Ils ont déclaré la guerre au réseau. Montrons-leur combien rusés, déroutants et puissants nous pouvons être pour nous défendre. » Sous le coup de l'indignation, John Barlow rédige ce qui devient, et ça existe pour de vrai, la déclaration d'indépendance du cyberespace. Le premier article stipule, en des termes qui ne sont pas sans rappeler la déclaration d'indépendance des États-Unis, « Gouvernement du monde industriel, vous êtes fatigués de chair et d'acier. Je viens du cyberespace, le nouveau domicile de l'esprit.
Au nom du futur, je vous demande, à vous du passé, de nous laisser tranquilles. Vous n'êtes pas les bienvenus parmi nous, vous n'avez pas de souveraineté où nous nous rassemblons. Donc voilà mes amis, je trouve que c'est un bel appel à reprendre le pouvoir sur Internet et se réapproprier de nouveaux espaces de liberté. Sous X, à toi la parole. Eh bien, merci d'avoir attaqué, Cosmo, ce nouveau réseau auquel je n'ai pas encore tout bien compris. Alors, je vais te poser 2 questions. Dans un premier temps, les instances, qu'est-ce que ça change exactement ? J'ai bien compris que le réseau était décentralisé, mais qu'est-ce que les instances apportent de plus ? En fait, les instances, elles existent pour une seule raison, je pense, qui est le fait qu'il est open source, enfin que Mastodon, le code de Mastodon est open source. D'accord. Donc en gros, chaque utilisateur, donc imaginons que je prends l'exemple de Numérama qui s'est beaucoup investi dès les premiers jours là, sur Mastodon, ils ont genre 2000 followers maintenant. Et ben aujourd'hui, ils ont annoncé qu'ils avaient créé leur propre instance pour avoir leur propre communauté et gérer eux-mêmes leur réseau. D'accord. Donc en gros, ça te permet de toi-même te créer ton petit réseau à toi. Donc D'accord. en gros, il n'y a plus de l'influenceur, ce rôle d'influenceur qui est essentiel sur Twitter, il n'existe plus sur Mastodon parce que les noms, par exemple, moi j'ai pris @cosmo sur l'instance principale. Eh bien, si je change d'instance, quelqu'un aura peut-être pris le @cosmo. D'accord, donc tu deviens en fait l'administrateur. Exactement, c'est ça. C'est une histoire d'administration. De ce simili Twitter. Et l'intérêt, c'est que tous ces réseaux Mastodon, ils peuvent être connectés ensemble. C'est-à-dire que toi, si tu es sur l'instance, il y en a une qui s'appelle Aleph, et ben pour te parler, je dois faire @sousx @aleph.mastodon machin, et là je te parle. Ok, donc j'ai une deuxième question. Par contre, est-ce qu'on a eu déjà des réseaux similaires qui auraient pu être créés et qui n'auraient pas marché ? Justement, le fait est que c'est assez compliqué de les trouver parce que ceux qui n'ont pas marché, on les voit pas. Mais il y a eu, notamment pour Facebook, il y avait un truc qui s'appelait Diaspora à un moment, qui avait fait un peu le buzz. Oui. C'était pareil, c'était open source, tout ça. Moi, je m'étais inscrit pour faire le monde intéressant, mais au final, c'est nul parce qu'il n'y a pas tes potes dessus, quoi. Et pour Twitter, je sais qu'il y en a eu un autre, peut-être que les autres peuvent m'aider. Sur Facebook, il y a eu aussi Hello. Hello, voilà. Ouais, Hello. Et qui est pareil, qui a périclité très vite, qui a fait un petit buzz. Qui a fait un petit virage pour se placer en concurrent de Pinterest, mais qui marche pas. Il est actif encore, hein. Il y a 1 million d'utilisateurs environ. Il y a Curious Cat ils sont aussi. Vraiment mineurs, quoi, les autres. Il y a Curious Cat qu'on peut citer, ouais. Mais Curious Cat qui est plutôt j'ai l'impression comme un espèce de complément à Twitter ou à Instagram, où en fait les gens peuvent poser des questions de façon anonyme ou pas. Et il y a MySpace. Oui, mais MySpace c'est un des grands papis. Ça marchera jamais, MySpace. Ils ont tenté. Et il y a Vine. Et il y a Yo. Ask.fm. Ah oui, Yo. Là, il y avait un très bon poisson d'avril sur Yo, comme quoi il ferait les stories. Parce que tous les réseaux sociaux en ce moment lancent des stories. Il y aurait des stories sur Yo. Donc tu pourrais fournir à ton auditoire tes meilleurs Yo. Par contre, juste pour revenir sur Mastodon, moi en fait je me suis mis dessus pour regarder un peu le délire, tu vois. Et honnêtement, ça vaut pas le coup pour moi. C'est pas si intéressant que ça. En termes du UX, c'est assez abscon. Ouais, c'est un peu de la merde, on peut le dire. Oui, le design et les interactions sont pas ouf. Non. C'est vrai que c'est vachement, pour l'instant, c'est vachement rugueux. Mais je parie sur une modification, que le mec il va l'améliorer. Mais le fait est que, moi, c'est vraiment politiquement, ça m'attire parce que c'est genre vraiment, c'est open source et tout ça. Je trouve que c'est une bonne initiative et en plus ça marche, plus ou moins. Et le fait en plus que tu puisses écrire 500 caractères au lieu de 140, je trouve que c'est génial. Advienne que pourra et t'envoies la cruche à l'eau qu'à la fin un amasse pas mousse.
Exactement. Voilà. Je n'aurais pas dit mieux. C'est vrai que pour l'instant, Mastodon, ça ressemble beaucoup au Twitter des débuts. C'est ça. Les gens sont un peu foufous parce que justement, c'est nouveau, Puis- ça ressemble à quelque chose, à la vision fantasmée qu'on a de Twitter, de comme c'était mieux avant, etc. Enfin, que c'était mieux au début, mais Et- il va falloir qu'il C'est marrant parce s'améliore que j'ai. vite pour se démarquer, en fait. Il va falloir qu'il se démarque vraiment. Ouais, c'est ça. Les instances, c'est un truc intéressant. À voir si c'est bien exploité. Et c'est marrant parce que souvent sur ces nouveaux réseaux, ce que je me suis aperçu, c'est que t'as des geeks, des gens qui racontent leur histoire et compagnie. Puis t'as souvent les mecs, vraiment les programmeurs qui viennent voir, qui viennent truc. Et là, eux, ils participent beaucoup. Et t'as des tweets. Alors, c'est pas des tweets hein, sur Mastodon, c'est des tweets. Et le mec Ou dit des poètes à en France, 22h, des mise en poètes, place ouais. d'un back-end seul pour Mammoth.fr avec 10 process Puma, 2 Node.js, PostgreSQL et Rodi sur un réseau privé derrière IOTA sur une machine 40 corps, 192 G de RAM, 400 G de SSD, Nginx reste sur IOTA sur l'IP public. C'est des choses un peu quand même, on va pas se le cacher. Bon, je trouve ça un peu ridicule de parler comme ça, mais voilà. Loise. Alors je me suis inscrit en live pendant ta chronique pour pouvoir réagir à chaud. Bon alors déjà j'ai pas eu d'effet waouh hein. Ouais, oui, c'est clairement. Moi c'est 4 colonnes. c'est un peu sommaire. Effectivement c'est TweetDeck. C'est ça, c'est TweetDeck en fait, c'est vraiment en moins bien. Quelqu'un J'ai essayé explique. de comprendre les local timelines, les federated timelines. Alors, etc. le local déjà, timeline, c'est la timeline de ton instance. Et la federated quelle est mon time- instance? Ton instance, si tu allais sur mastodon.social, ton instance, c'est mastodon.social. Ok. TweetDeck, Ok. quelqu'un explique pour ceux qui ne Alors, connaissent pas. C'est une application qui te permettait de suivre Twitter de manière On va plus dire. efficace que le site Twitter. Mais c'est toujours C'est actif, un truc que un tu petit peu utilises de encore. power user, ouais. C'était une appli, maintenant c'est juste une web app. C'est juste un. Avant c'était une appli pas en Flash, mais le successeur de Flash là que Adobe a tenté de mettre en place et qui finalement. Merci pour Pardon. la blague. Voilà. Et- Je ne répondrai pas à cette Ça te permet en fait d'avoir des colonnes différentes. Pour par exemple, tu peux avoir une colonne avec la recherche d'un mot, en plus d'une colonne avec ta timeline principale. Tu peux avoir une colonne avec juste les tweets d'un utilisateur. D'accord, En ok. gros, c'est un truc un petit peu de power user entre guillemets. C'est ça. Mais en fait, c'est pas si ouf que ça, parce que moi j'utilise au quotidien TweetDeck, et j'utilise parce que je programmais des tweets et tout. Mais en fait, en vrai, il y a plein de fonctionnalités qui sont vachement cool sur Twitter que t'as pas sur Deck. Ouais, quand ils ont racheté TweetDeck, ça a été un petit peu annoncé comme mourant, mais ils continuent à le Ouais. maintenir. à le maintenir, à rajouter des Et- petites fonctionnalités parfois. Et aussi, je voulais dire, je suis un adepte du If it's not broken, don't fix it. Et Ouais. en fait, je vois pas ce que vous reprochez à Facebook ou Twitter pour vouloir aller sur un autre réseau social. On veut être des stars, C'est ça. Non, des mais en fait, influenceurs. C'était juste choper mon nom sur l'instance et j'ai pas pu. Zut. ouais, moi j'étais un peu dans cet esprit-là. Je me dis, au cas où ça pète, au moins j'aurai mon nom dessus, tu vois. Mais, mais non, mais en fait c'était, enfin, moi les initiatives comme ça, open source, me plaisent et j'aime bien faire un gros doigt aux corporations qui nous gouvernent. Allez, Ah, c'est ça le fait- punk qui est en toi. Le cyberpunk, mon gars. Non, mais Ok. Vive le cyberespace, l'indépendance. Et dernier point, Sur Twitter. et après je te laisserai sous X. Un réseau social marche quand tes parents y sont. Et à Ouais, la c'est fois, ça. quand tes parents y sont, c'est là où t'en cherches un nouveau. Ouais, donc Twitter, c'est pas encore le cas, quoi. Exactement. Et Mastodon, je peux te dire, il est pas user-friendly pour tes parents. Ah non, là. Non. Et ben clairement. encore heureux parce qu'on n'a pas très envie de les voir arriver. non, mais là, on parle d'un truc qui Mais c'est vous, qui les débute, parents, vous êtes tous 40 piges. on parle d'un truc qui débute à peine, mais le truc qui moi m'a très intéressé, c'est le côté décentralisé au final. Ouais, ouais. Et c'est vraiment ça C'est la tout force. l'intérêt. Ouais, voilà. Je pense. Ça pose un léger problème pour les comptes vérifiés vu que
vu que Oui, c'est y a par pas de instance qu'on a un pseudo. Et tout l'intérêt, justement, c'est que les gens peuvent facilement créer une instance. Après, il faut un petit peu de savoir technique, mais j'imagine entre guillemets, les stars qui voudraient se faire gérer leur communauté, créer l'instance pour se réserver eux-mêmes leur nom, et ensuite gérer leur communauté, le fan directement. On sait il y a combien de personnes sur Mastodon? Non, je sais qu'il y a à peu 100 près 000, 900 un truc 000 comme ça. toutes par jour, mais je sais pas combien d'utilisateurs. 160 000, un truc comme ça, non? Ouais, c'est limité. Ok, très quoi. limité, Il y a Dijon sur Internet. Qu'est-ce que les stars viennent sur ce... Enfin, tu vois. Pour l'instant, il n'y a pas énormément d'intérêt. Mais il y a un léger souci de, justement, il y a plein de faux comptes François Fillon sur toutes les instances Ah oui, c'est ça. qui racontent des conneries, il y en a un qui promet qu'il va rendre l'argent. Ok. Sur ce, enchaînons avec la dernière chronique. Bah ouais, on parle de communauté. Avec la chronique de Sous-X, justement, qui va nous parler des communautés en ligne. Les réseaux parlent au réseau. Alors, les communautés virtuelles, c'est bizarre. On se rencontre sur un malentendu, une idée, et boum. Parfois ça marche, parfois ça clash. On essaye de s'incruster avec un point de vue bétonné en se disant que tout le monde sera d'accord, et on se fait plier en 2-2, parce qu'on n'a pas les codes. Et à l'inverse, on s'avance patte blanche, des panzani of course, et on fait corps avec une majorité bienveillante ou pas. L'histoire de ce podcast, l'école des facs, est née comme ça. Une blague tout d'abord, puis finalement un groupe de personnes désireuses de communiquer autour d'un sujet, d'une bière, d'un idéal, souvent contraire, et c'est ça qui est sain, voire autour de rien. Envie de participer à alimenter le net, se réaliser, mais pas seul. Jamais seul. Désolé. C'est ça une communauté, un rassemblement de personnes et d'idées qui se regroupent en un même lieu pour échanger. Au début. Pourquoi sur le net ? Parce qu'aujourd'hui, il est possible de se connecter au monde, d'échanger rapidement avec n'importe qui sur n'importe quoi. Ne pas rester isolé chez soi, seul, alors que la planète, comprendre ici le premier venu, ouvre ses bras, tend l'oreille et ne demande qu'à converser. Et ben nous, c'est un peu ça, de Paris à la Pologne, de rien au hasard, on s'est bizarrement trouvé, apprécié et finalement produit avec cette idée agrandir le cercle. Mais bien d'autres communautés existent, moins personnelles, plus grandes et finalement moins accessibles. Le 18-25 est un bon exemple. Le 18-25, c'est quasiment le plus grand forum qui existe en France. C'est le forum sur JVcom. C'est une sorte de torrent communautaire bordélique où l'intimité n'a guère sa place. Comme si un collège fou entier venait sur un même forum à une échelle nationale. Mais quid de la taille de tout cela ? Peut-on nouer une vraie relation avec ces gens-là, avec ces gens que l'on ne connaît pas ? Peut-on se confier, se réaliser, s'entraider dans un espace qui, s'il est à la base virtuel, est définitivement régi par l'humain qui se cache derrière ? Du coup, quid du IRL ? Internet, c'est aussi la vraie vie. C'est ce qui a connecté le monde tout de suite, l'info en temps réel, l'envie de communiquer, ainsi que l'émotion, le témoignage, etc. Mais cette liberté de penser, coucou Florent, de façon anonyme, amène aussi malheureusement tout un tas de dérives insupportables, telles que le harcèlement, les insultes, les rires gratuits en fond, et parfois des violences psychologiques que tous ne peuvent supporter. Un grand pouvoir, enfin surtout une grande liberté, entraîne de très grandes responsabilités et surtout une très grande retenue. Mais j'ai peur. Peur parce que la génération à venir, qui elle est née avec cette possibilité d'expression, cette facilité à communiquer, ne semble aujourd'hui n'avoir aucune retenue et en cela je me sens pas rassuré sur sa faculté de compréhension de l'être humain à l'être humain. Et je conclurai comme cela, avant de vous poser quelques questions mes amis. À pouvoir trop facilement communiquer, on oublie de tweeter 7 fois un gif à la con avant d'écrire une connerie. Donc, je vais vous poser une première question pour résumer cette chronique. Je me suis dit, je traîne sur un forum.
et je discute avec quelqu'un avec qui je m'entends très très bien. Et il se trouve que mon voisin, tous les matins, il passe devant chez moi et il me fait la gueule quand je lui dis bonjour. Mais qui me dit que c'est pas ce mec-là avec qui je suis en train de discuter et avec qui je m'éclate tous les soirs? Waouh. Est-ce qu'on est pareil dans la vraie vie? Il y a un pitch de film là à faire. Est-ce qu'on est pareil dans la vraie vie que ce qu'on est sur le net? Ça s'appelle Vous avez un message. C'est un film de 99 avec Tom Hanks. Ah putain, Ah oui, j'étais sûr c'est qu'il y avait vrai. Tom Hanks dedans. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je fais pas la frontière entre le AFK et le online. IRL. Ouais, la question se pose entre nous en fait déjà. Comment, qui êtes-vous? Est-ce que je parle pas avec des psychopathes qui Non, ça va, François Courtis n'est pas là. qui veulent me psychopather? Me psychopather. Peut-être que parmi vous il y a des mecs qui sont racistes. Peut-être que parmi vous il y a des mecs qui sont sont des non oui, je pensais à toi en plus, Loise. Des gens qui des gens qui sont peut-être intéressés par la Ton célébrité et argent. font ça pour Et pour ton essayer de chien. percer. Non, en fait, c'est vrai qu'on se connaît pas, on connaît pas le passé ni les motivations des membres de l'équipe, et on s'est tous rencontrés sur un forum en lien avec un podcast dont on ne citera pas le nom, et du coup, finalement, on ne peut pas savoir à qui on a affaire, et c'est ça qui crée finalement, je trouve, ça le sel de notre relation de travail entre guillemets, c'est qu'on se découvre à chaque émission. C'est vrai. Mais est-ce que c'est C'est vrai. important De se connaître. de se connaître moi, je au-delà trouve. de ce cercle-là? Moi, j'aimerais bien vous connaître mieux. T'habites trop loin. Non, ma bite est trop loin, mais Moi, de toute façon, je fais ça pour être célèbre. Hein. Moi, je veux être connu. C'est pourquoi? Pour niquer les gonzesses. Quand t'es célèbre, tu niques plein de gonzesses. Et Et, voilà. puis aussi, tu bouffes des trucs bien meilleurs. Fais un kill dit, voilà, il faut le dire. voilà pourquoi. Non, Bah, mais c'est vrai, bon. c'est intéressant. C'est comme tu le dis, hein, ça fait le sel justement des communautés virtuelles. C'est ça, c'est que t'as un aspect des gens qui est peut-être pas le même que celui qui montre à tout le monde dans la, entre guillemets, la vraie vie, puisque l'internet, c'est aussi la vraie vie. Parfois, j'imagine Loise dans son milieu naturel, dans son milieu professionnel. Et je me dis que ce mec-là doit être vraiment, tu sais, le mec Chiant. hyper sérieux, chiant, il fait des Excel avec des cases rouges quand c'est important, du bleu quand c'est fait, du vert quand c'est... Si seulement. Qui forward des tout ça. mails en mettant pays. Ouais. Et qui m'en copie caché tous les gens du bureau avant d'envoyer un mail pour que tout le monde ait une preuve que Catherine, elle a bien merdé sur le dossier chantier. Pardon, Le excusez-moi. dossier chantier. Ça m'a- ça m'a- Insérez ici un mot-clé corporate. Mais moi, je suis pareil tout le temps. Hein. Vraiment. Ah ouais, Je marrant. je fais un taf super sérieux, mais je suis comme ça au taf. Et je vais rebondir sur la chronique de Sous-X. C'est vrai, par rapport à son avertissement sur la communication des plus jeunes générations, dans lequel je m'inclus, et donc j'inclus à peu près toutes les personnes autour de cette table. Vu qu'on est né avec Internet, on est né avec une exposition de sa propre vie qu'ont pas connu la génération X, et ça fait vraiment un vrai décalage de communication. Je l'ai encore vécu il y a quelques jours avec le management de mon entreprise, où les gens de la génération Y, Z et tout le tintouin, généralement disent ce qu'ils pensent, mettent pas de Oui. barrière par rapport à ce qu'on a le droit de dire ou pas de dire. À partir du moment où on pense que c'est légitime, on le dit. Et enfin, toi, tu le mets par rapport à des tweets, mais c'est pas lié à Internet. Pour le coup, c'est lié à une génération, qu'elle soit en ligne ou AFK, ne fait pas attention forcément à sa communication, et ça lui joue beaucoup de tours. Cosmo? J'ai perdu un peu le fil de ma pensée, mais non, oui, c'est vrai que je fais pas trop de différence entre les communautés en ligne et les gens dans la vraie vie.
j'ai un peu peut-être cette naïveté de penser que tout le monde est normal sur Internet ou essaie plus ou moins d'être soi-même. Même quand t'as plusieurs identités, ça révèle un peu quelque chose sur toi aussi, que t'es peut-être pas une seule personne, quoi. Donc, je sais pas, je suis pas forcément d'accord aussi avec Suzik sur le fait que les jeunes générations, elles utilisent mal le média, elles l'utilisent défiéramment, quoi, c'est tout. Enfin, j'ai pas envie de les juger en disant ah c'est sale gosse, regardez ce qu'ils font avec Internet. Enfin, je sais pas. Ah non, mais attention, j'ai jamais dit qu'elles utilisaient mal le média. J'ai dit qu'elles se permettaient des choses en ligne qu'elles ne feraient pas forcément dans la vraie vie. Et d'où ma question, est-ce qu'on est aujourd'hui avec Internet ancré dans nos vies comme il l'est, est-ce qu'on est pareil dans la vraie vie? Est-ce que tu aurais les couilles de dire je sais pas, Marion S, sale féministe, alors que dans la vraie vie, alors que tu te gênes pas pour lui dire sur Internet? C'est un exemple comme un autre. Ça n'a rien à voir, ça. Bah, ça n'a... Enfin non, je veux pas critiquer ce que tu dis. Quand je dis ça n'a rien à voir, c'est un exemple. Oui, c'est-à-dire que le fait de dire ça féministe sur Internet et de fermer sa gueule dans la vraie vie, c'est un peu différent que de l'identité de la personne. Je pense que même quand il n'y a pas Internet, il y a les gens enfin, pour Godwin, mais les gens qui dénonçaient les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, ils n'étaient pas super fiers de dire dans la rue, en fait j'ai dénoncé des Juifs, tu vois. Je pense donc en fait je pense qu'il y a ce qu'on fait dans l'anonymat et tout, mais en ce qui concerne notre comportement, notre façon d'être et ce qu'on donne de nous aux autres, là il y a une vraie dichotomie entre ce qu'on est sur Internet et ce qu'on est dans la vraie vie. Donc on est peut-être plus drôle, plus fait plus d'esprit, on a plus de second degré sur Internet que dans la vraie vie, voilà. Peut-être aussi. Ok. Mais c'est faux. Bah, c'est faux pour certaines personnes, pas pour d'autres. Qui dit c'est faux? C'est Loise. Loise, depuis qu'on discute, est toujours égal à lui-même. Depuis qu'on discute dans les trucs, est-ce que tu m'as parlé de software asset management ou d'outsource activities? Non. Ou de data analysis like control of provising calculation? Non. Data risk optimization design? Non. Donc ça veut dire que tu es différent. Bah non, je suis pas différent, je parle de sujets différents, mais je suis acting as toujours de la même the façon. same. Oui, pour faire une phrase correctement en anglais. Sur le fait de... Enfin, si je dis à un mec c'est un connard sur Internet, je dirais dans la vraie vie c'est un connard. Ah ouais, t'as pas de filtre? J'ai pas de filtre, non. Ok. Tout comme je fais rien de manière anonyme. Parce que ça, je trouve que c'est comment dire, c'est mesquin. Ok. Bon, question numéro 2. On a vu beaucoup de dérives via des communautés qui suivaient des personnes plus ou moins connues, mais surtout connues, à qui on peut imputer la responsabilité des communautés, à la communauté en elle-même ou au fédérateur de la communauté? À la communauté en elle-même. Mais en fait, il y a Raptor Dissident qui se posait la question, parce qu'en fait, on l'a accusé de ne pas gérer sa communauté. Ouais, et souvent, on accuse les youtubeurs, par exemple, de ne pas gérer leur communauté. Mais en fait, je pense que c'est faux de croire que quelqu'un, parce qu'il fait des vidéos sur Internet ou parce qu'il a un peu, d'audience, qui va dire aux gens ce qu'ils vont faire ou pas faire. C'est quelque chose, ce reproche, c'est quelque chose qui est apparu, j'ai l'impression, avec justement les stars de l'Internet, quand même à dire les vieux médias. Ça ne viendrait jamais à l'esprit des gens de dire que les fans de Justin Bieber, que Justin Bieber devrait gérer ses fans, si jamais il s'avérait qu'un de ses fans faisait quelque chose de mal. Ça montre le peu de considération des médias classiques pour le média Internet, où on demande à la fois aux mecs d'être
influenceur, d'être humoriste, acteur, artiste, Ouais, c'est ça. et en même temps d'être community manager, tu vois. Enfin, effectivement, on demande pas à Brad Pitt de calmer les ardeurs de ses fans, quoi. Il est pas responsable. D'accord, mais est-ce qu'il n'est pas capable de les calmer? Bah, comment il... Mais non, à peine il apparaît. C'est pas parce il c'est lui pas parce saute dessus. qu'il. Par exemple, on parle de Brad Pitt, on peut parler justement de sa séparation avec Angelina Jolie et de la horde de fans de Brad Pitt qui se sont jetés sur Marion Cotillard et qui l'ont insulté sur tous les réseaux sociaux parce que c'était soi-disant elle qui avait provoqué le divorce. Personne n'a jamais reproché à Brad Pitt le comportement de ses fans. Exactement. Et personne n'a attendu que Brad Pitt fasse quoi que ce soit pour gérer ses fans. Donc c'est quelque chose justement que je trouve justement il y a 2 poids 2 mesures selon la source de célébrité. Mais bien sûr. Et tu pourras jamais dire à une horde de gens et qui se montent la tête les uns les autres sur des forums pour pouvoir faire des actions punitives contre quelqu'un. Oh les gars, c'est bon, calmez-vous. Enfin, Ouais, c'est ça. Sinon, c'est toi qui te fais Ben ouais, tu te fais direct. rect. Alors avant, on pouvait reprocher aux stars, par exemple, de montrer le mauvais exemple, quand le fait que Miley Cyrus est une star de Disney qui a, entre guillemets, mal tourné, et on peut lui dire ouais, mais t'incites les jeunes filles à te comporter comme ça, etc. Bah elle fait ce qu'elle veut aussi, hein. Enfin franchement, ouais, c'est pas ça. Elle a aucune responsabilité. Enfin, c'est pas parce qu'elle est célèbre qu'elle est responsable de ce que font les gens. Alors, après, il y a le souci de l'exemple. C'est vrai qu'est-ce qu'il faut qu'une fois qu'on a des fans, on doit se montrer irréprochable. C'est une grande question. Moi, je trouve que l'exemple du Raptor dissident est assez intéressant. Parce que lui, justement, il vient de ce milieu-là, des forums de JV, du trolling à 2000%, de l'insulte gratuite et tout ça. Et en fait, là, il se retrouve exposé. Et du coup, on lui demande de s'occuper de ses congénères comme s'il était leur nounou. Et je pense que ça vient aussi du fait que, étant donné qu'il vient de ce milieu-là, on pense qu'il a les codes pour communiquer et se faire comprendre de cette communauté-là. Alors qu'en fait, je pense que c'est même pas une histoire de code ou de compréhension, c'est vraiment une histoire d'effet de foule, tout simplement. Ils sont légion, ils sont anonymes. Exact. C'est ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'attendre à ce qu'ils arrivent. Mais justement, vu qu'on se pose la question de savoir qui sont ces gens, il y a une dernière question que je voudrais vous poser. Il y a énormément de forums qui existent sur Internet. Et généralement, il y a toujours, sur à peu près tous les forums, quelqu'un qui pose une question. Et j'ai remarqué, plus ou moins, que tu auras toujours quelqu'un qui sera là pour te répondre. Demande à Google. Qui sont ces gens ? Qu'est-ce qu'ils viennent foutre et prendre leur temps pour te mettre ce commentaire-là ? Je rappelle que cette maxime est présente dans notre description. Sur Exactement. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Bienvenue dans l'école des facs. Exactement. Alors moi, je vais me mettre en position un peu d'avocat du diable. Là, je vais défendre ces gens. Grâce à une statistique sortie de l'Institut Mon Cul. La meilleure. Enfin, des études sérieuses. 90% des questions posées sur les forums ont une réponse dans les 5 premiers résultats Google. Ouais. Et donc ça veut dire que si tu as posé ta question sur un forum, tu fais partie soit des gens qui se posent les 5% de réponses, de questions qui n'ont pas de réponse dans les premiers résultats Google, soit tu fais partie des 99% de 99 jusqu'à l'infini des gens de l'internet qui ne cherchent pas, qui n'ont aucune initiative de recherche. Mais c'est pas ça le but. Sache que les gens qui ont une initiative de rechercher sur Google, ils sont très peu nombreux. Mais le but c'est d'interagir en fait. C'est même pas le fait de leur trouver une réponse. Créer une conversation, quoi. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent la réponse aux questions, mais ils ont envie d'en discuter avec les gens, quoi. Donc, Et de se plaindre aussi. Ah, c'est chiant, cet ordinateur, là, il fonctionne pas, ça me saoule. À se plaindre, c'est quelque chose qui est fédérateur, quand même. Ah, bah oui.
Oui, François Fillon. Putain de fragile. Bah, Doctissimo, putain, le forum de Français. Doctissimo. putain de fragile, oui et non, mais quand moi je vous pose une question et qu'on me répond demande à Google, si tu veux, je vais mal le prendre tout de suite. Vous vous doutez bien, Ouais, bien sûr. que j'ai demandé à Google d'abord et que j'ai cherché jusqu'à la 10e page s'il faut et que j'ai reformulé mon Eh ben, truc. si tu ne le précises pas dans ta question sur le forum, c'est que c'est ta faute. Non, Ah, attends, d'accord, j'ai justement, à ce sujet, victime. Suzy, j'ai un truc. Non mais Je je t'ai dit, hein, je suis en position d'avocat du diable. D'avocat du Suzy diable. Oui, vas-y, je t'écoute. Effectivement, par rapport à ça, la vexation que tu ressens, moi j'ai ressenti souvent sur les forums. Mhm. Il y a un truc qui est vraiment relou, c'est les mecs sur les forums, d'un seul coup ils ont des couilles qui leur poussent. Et là, ils ont envie tout de suite soit d'étaler leur science, soit de t'envoyer dans les cordes, soit d'être hyper, j'allais dire second degré, mais même pas, pince sans rire un peu, faire un peu d'humour à peu de frais, tu vois, et te faire passer pour un con. C'est un peu un truc qu'on retrouve souvent sur les forums, mais c'est des mecs, Oui. je pense que dans la vraie vie, tu vois, tu leur mets un petit coup de pression, ils se font caca dessus, tu vois. Et effectivement, ça c'est un truc vraiment relou. Non, c'est j'ai pas souvent relou. vu. Bah, bien sûr que ça allait. Non, Bah, je te dis que ça allait. les forums, c'est une communauté avec des règles. Si tu les respectes pas, tu te fais fracasse. Bah, tu poses une question, tu Ça a respectes. toujours été ça, les forums. Putain, mais les mecs qui pensent comme ça, mais j'aimerais tellement les rencontrer en vrai, mais sérieusement. Moi j'aimerais bien. Demande à Google. J'aimerais Non, bien putain. j'aimerais bien te voir rentrer dans une maison au Japon avec tes baskets sales et marcher sur les tatamis. Si c'est à moi? Oh la phrase. Comme un sale occidental que tu es. C'est un peu l'équivalent d'arriver sur un forum sans respecter les. Mais ça, Ouais, mais ça j'ai change une quoi? petite Ça anecdote fait mal, là-dessus, si tu ça veux. fait mal à qui qu'on pose des questions, sérieusement? Ah non, mais pas. Non, mais pas poser des questions, mais ne pas respecter les règles. Le premier forum que j'ai fréquenté, je l'ai lu pendant 3 mois, sans m'inscrire, juste pour m'imprégner du truc. Ah ouais. Ah oui, t'es un C'était un psychopathe. forum de musique assez pointu, et C'était What je CD, voulais là pas passer pour un blaireau, je te promets. Pendant 3 mois, j'ai lu pour comprendre c'était qui les dominants, pour comprendre les règles, pour comprendre ce qu'il fallait surtout pas faire avant de m'inscrire et de poster mon premier message. Et tu le postes où ton premier message sur un forum? Dans le topic présentation. Exactement, ça c'est la règle numéro 1 du Fight Club. Non, mais ça me saoule. Les règles. Internet, justement, c'est ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de règles. On fait ce qu'on veut. Anarchiste. Dans la vie, on passe notre temps à nous faire emmerder par des gens, à avoir des règles de la société, à avoir... faut pas trop boire, faut pas fumer, faut pas conduire comme ça, faut pas... Voilà, c'est bon, quoi. On peut aller sur Internet Je cherche et une voilà, blague et, avec la Moon Cup. et mettre un smiley de caca sur un... Ah voilà, je suis énervé là, c'est bon. Moi, je suis énervé. C'est comme les podcasts qui commencent à 20h, hein, tu sais. Voilà, c'est ça. Et voilà, et puis moi j'étais pas disponible, voilà, puis merde, si vous voulez pas, vous commencez sans moi, puis merde. On était à Maintenant, on a ton 06. Mais comment on a ton 06? Bah écoutez, si vous voulez Non, m'appeler, appelez-moi, je vous répondrai avec plaisir. On se fera une pizza hawaïenne. Bah si tu veux. Mais sans ananas, du coup. Bah, c'est plus une pizza hawaïenne alors. Ah bah voilà, exactement, t'as tout compris. Non, Parce qu'il y a des règles, il y a des règles, Loise. on se fera une quiche Lorraine. Une petite... Pizza sanguine. Bon, et, D'accord, j'ai... Ouais, ok, merci. et si on concluait? Eh bien, vive la France. Voilà. Ah, Eh bien, ça va être compliqué de finir, de trouver une belle conclusion. Il y a des règles, monsieur. L'important, c'est que dans toute C'est d'aimer communauté, et tout donner. et, Merci. et respecter les règles. Une fois par Si mois. on a, et si on n'a pas, ben... tu l'as faite. C'était bien, merci. C'est que t'es sur Mastodon. C'est ça. T'es tout seul. Eh les gars, je suis non, là, mais s'il non. vous plaît, on parle. Y a pas de règles, c'est trop bien, ouais. C'est open source, c'est tout le monde qui héberge le truc. Les mecs, le back-end est complètement open, quoi. J'ai 6 Mettre les mains abonnés. dans le cambouis, j'adore, c'est comme les... donc retrouvez-moi sur souzix@souzix.souzix.com.
Voilà. Allez. Ad social. Oh putain. Sous X, ça te saucisse. Hashtag Ask Google First. Exactement. Mastodon.saucisse. Alors mec, j'ai fait un poète ce matin. C'était vraiment hyper drôle, mais je retrouve plus sur le fil local ou le fil pas local ou le fil agrégé, non agrégé. Ça a vraiment été fait par un mec qui respecte pas les règles. Hein. Je suis désolé, mais Non, mes amis, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est la fin. C'est la fin de C'est cet déjà la épisode. Ah là là. oh non. Allez, c'est parti, on passe au TPL, s'il vous plaît. Jingle. Tweet, post, like, on sonne la fin de la récré. Les TPL, c'est vraiment bien. Mais TPL, c'est TPL, vraiment C'est bien. très bien. Les TPL. Ouais, les TPL. C'est l'heure des TPL. Alors, Flash Thompson. Alors mon tweet post-like, c'est-à-dire mon TPL, que je cherche actuellement en remontant à la timeline puisque je l'ai posté tout à l'heure, c'est bien sûr l'annonce que j'attendais depuis un moment, qui est l'annonce en fait de Jude Law dans le rôle de Dumbledore jeune, qui a été faite par la boîte de production, quoi, c'est Warner justement sur Twitter. Et eh bien, je suis un peu déçu par cette annonce puisque moi, je voyais Ewan McGregor dans ce rôle, donc qui pour moi avait vraiment plus la carrure de Dumbledore. Mais Tu l'attendais, mais t'es déçu. Ben, Il j'attendais attendait l'annonce, mais il est déçu de l'annonce. que ça soit Ewan McGregor. Choqué et déçu. On m'écoute, s'il vous plaît? Oui. Il y a des règles ici, messieurs. Hashtag Kécho. J'attendais que ce soit Ewan McGregor qui ait le rôle, et finalement c'est Jude Law. Donc, Ah, il n'y a plus de règles dans les TPL. Donc Jude Law, c'est du jus et c'est de l'eau, donc c'est pas bien. Ah non, c'est nul. Ah non. Supprime. Supprime. Merci. Cosmoflash, ton TPL, s'il C'est te un plaît. nectar en fait. Ouais, c'est ça, c'est une hectare d'acteur. C'est un acteur. Ah putain, mais... non. Bon, vite, Cosmoflash, vas-y. Alors moi mon tweet post-like du mois, c'est un tweet. Et c'est un tweet d'un monsieur qui s'appelle Jace D. Anspash, Jace David sur Twitter, et qui est en fait une vidéo virale d'un passager de la compagnie United qui se fait virer avec force de l'avion. Parce que l'avion est overbooké, du coup il faut qu'il y ait quelqu'un qui se barre. Non, c'était les règles. Mais ça prouve quand même, donc bon, les gens qui auront écouté le podcast sauront ce qui s'est passé, mais ça prouve quand même que même un tweet aujourd'hui peut faire descendre une compagnie en quelques heures. Enfin une boîte en fait, énorme. Ça fait un énorme bad buzz, mais au final, comme ils sont que 4 compagnies aériennes à gérer le trafic aérien intra-États-Unis, Qui est le trafic le plus important. Ouais. Oui, je suis pas sûr que ça Il y a fasse même tomber il y a le même truc. Hein. ça fera pas grand-chose en fait. Non, il y a mais des en trajets tout cas, sur lesquels ils ça sont- montre que quand sont- même, Ah oui, enfin, on peut les forcer à changer. le CIO s'est même pas excusé. Hein. Si, ils sont pas excusés au début et après, finalement, ils sont excusés. Bon, ils ont dit qu'ils allaient enquêter sur la manière dont il avait été sorti de Voilà, l'avion. bah, c'est une sorte d'excuse. Please. En tout cas, j'espère qu'il y aura un procès. C'est des excuses à la retentissant. François Ils se sont Fillon, excusés quoi. pour les mecs Voilà. qui avaient nettoyé derrière, en fait, le sang. Mais ça, Désolé, on a foutu le bordel. C'est notre faute. Pardon. Loise, quel est ton TPL? Alors, mon TPL est un TPL joyeux. Et dans ces temps moroses, il faut rire. Et pour rire, rien de mieux que de rire avec Marcel Desailly, qui a un rire très communicatif. Donc Marcel Desailly est un footballeur champion du monde qui a découvert les réseaux sociaux il y a 2 ans et qui adore faire des vidéos en selfie où il rigole. Et là, ce soir, on enregistre lors du match entre Dortmund et Monaco. Et du coup, Monaco a gagné et il a rigolé avec l'équipe de Monaco. Donc voilà. Ce sera 3 secondes de plaisir. Ok. Je mettrai un extrait sonore. Sous X, quel est ton tweet post-like du mois? Eh bien, écoutez, ça va être un tweet du très grand Gordon Ramsay qui est venu installer un de ses restos sur Bordeaux. Hein,
parce que tout le monde le sait, je suis du coin, et apparemment il y a eu une grosse discussion sur Twitter concernant la pizza hawaïenne. Voilà, donc on ne sait pas qui a lancé ce débat. Je pense que Cosmo n'y est pas anonyme pour le coup. Et donc Gordon Ramsay a déclaré sur Twitter « Pineapple does not go on top of pizza ». Et il s'est fait répondre au final par pas mal de gens qui faisaient de la pizza surgelée et qui lui disaient « va te faire foutre, c'est très très bon ». Voilà, donc ça m'a fait rigoler qu'un grand chef essaye de clore le débat. Et qu'en pense Mastodon? Mastodon, qu'est-ce qu'ils en pensent? Je n'ai pas vu le hashtag. J'aimerais juste rappeler que Gordon Ramsay est originaire d'un pays où les anguilles en gelée, accompagnées de frites recouvertes de vinaigre, sont considérées comme un plat délicieux. Mais c'est très bon les frites avec le vinaigre. Alors Ouais, je dis pas, mais les anguilles en gelée. Faudrait que j'essaye. Ah, juste, on va s'arrêter, j'imagine, mais avant, c'est pas vraiment un TPL, mais faites un tour sur le hashtag nuisance renard lancé par 2 heures de perdu. Mais c'est trop tard, c'est fini. Ça vaut le coup. Oui, l'épisode il a été release. Non, mais on peut encore le regarder. Tu mets hashtag nuisance renard sur. .old. Mais tu mets hashtag nuisance renard sur Twitter, tu revois les trucs et c'est vraiment cool. Oui, mais c'était cool au moment où on a dit qu'on faisait pas des trucs d'actu, donc ça sera coupé. Désolé, mon Mais cher. c'est pas de l'actu. Mais si, c'était. Mais Si, il y a des règles. Allez, Mais suivant. je vous encule. Tais-toi, suivant. Alors, moi, mon tweet post-like, Forme de chien c'est un court-métrage, donc ça pourrait passer pour une reco, mais en fait, c'est pas parce que c'est pas le court-métrage qui m'a marqué, c'est surtout en fait dans le court-métrage, à un moment donné, on aperçoit un petit magnétophone. Smoby. Non, pas Smoby, merde. Les jeux pour enfants, là, merde. Bah Si, oui, c'est Moby. Smoby. Je suis pas sûr. Non, c'est Fisher Price. Non, c'est pas Fisher Price. Si, Fisher Price. T'es bien Enfin, trouvé, c'est bien Tommy. Je sais plus si c'est Smoby ou Fisher Price. Putain, Enfin ok. bref. Accélère. Donc je reprends. Et donc moi, mon tweet post-like, c'est un court-métrage au cours duquel on aperçoit un petit magnétophone joué pour enfants qui m'a replongé dans mon enfance puisque c'est exactement le modèle que j'avais quand j'avais 5 ans. Voilà. Tout ça pour ça? Je vous ai mis le lien normalement, il y a très longtemps déjà. Tout ça pour ça. Et le court-métrage en lui-même est plutôt cool en fait. Donc c'est une reco. Ça, je dis rien. Bah, dis rien. Voilà. Il n'y a pas de règle dans le TPL. C'est du free fight. Ah, y a pas de règle. Ah bah c'est bon à savoir. Donc. Ah bah y a pas de règle. Ah bah c'est super. C'est Fisher Price, je confirme. Ok. Alors c'est bien. Cette Capitaliste. fois c'est la fin. Aïe. La toute fin. Aïe, aïe, aïe. Oh. Ça va être l'heure de se quitter. Est-ce qu'on retrouvera François Courtis pour l'épisode prochain? J'espère que non. L'épisode précédent. C'est tout le Dans un mystère. flashback, flash forward. Vous le saurez au prochain épisode. Ah ah. Tintin. Eh bien merci à tous. Hein. Eh bah, cool. Merci à tous. Allez, salut. Merci. Ciao, ciao. Bye bye. Allez. C'est le podcast Ah, de il y la a ma marmotte. pizza qui est arrivée. Attendez. Je déconne. Attends, fais pas chier, sinon je descends mon grumly. Ton gromly? Mon grumly. J'ai pas la rêve du tout. T'as pas la rêve du tout? Attends. Grumly, l'ours qui nous enterra tous. Ah évidemment, là je comprends tout de suite mieux. Ça te dit rien, ça? Non.
À part une fin de branlette, peut-être. Ah oui, c'est bien. C'est bien ça. Oui, ça, c'est une bonne fin de branlette. Ah oui. Radiateur. Oh, Radiateur. Radiateur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. T'en as vraiment un? Oui, j'en ai C'est vraiment. quoi ce truc? Mais c'est un ours. Et les pubs avaient été faites par Shabba. On commence l'émission? Non? Ouais. Allez, on dit Ça qu'on commence. fait 3 heures que je vous dis est-ce que vous êtes chaud et tout, et en fait vous êtes pas chaud. Wouh! On est chaud! Allez, c'est parti.